Chapitre 1. Une mission très particulière. L'automne 1894 apporta avec lui une succession d'affaires qui mirent à l'épreuve les remarquables facultés de mon ami Sherlock Holmes. En octobre, le brouillard londonien s'était installé sur notre ville bien-aimée avec une persistance inhabituelle, enveloppant les rues éclairées au gaz d'un voile gris qui semblait étouffer non seulement les sons, mais aussi les pensées de ses habitants. C'est dans cette obscurité atmosphérique qu'un des mystères les plus singuliers ayant jamais franchi le seuil du 221B Baker Street se révéla pour la première fois. De retour de ma tournée matinale, je trouvai Holmes assis dans son fauteuil habituel, ses longs doigts pâles croisés devant son nez aquilin, ses yeux gris fixés sur un point invisible au loin. Le courrier du matin gisait éparpillé sur le tapis persan à ses pieds, et je pus constater aux enveloppes déchirées et aux courriers jetés à la hâte qu'il avait déjà rejeté la collecte habituelle de demande de service du jour. « Ah, Watson, » dit-il sans détourner le regard des fantômes qui occupaient son attention, « j'espère que le rhumatisme de Madame Pemberton répond bien à vos soins. » Je m'arrêtai alors que j'ôtais mon pardessus, même si j'aurais dû être habitué à ces démonstrations désinvoltes de son extraordinaire sens de l'observation. C'est vrai, Holmes, même si j'avoue que je ne comprends pas comment vous pourriez... Élémentaire, mon cher. La légère raideur de votre épaule gauche en entrant suggère que vous étiez penché sur un patient. Très mal à l'aise. La posture naturelle que l'on adopte pour examiner des articulations enflées. La légère odeur de Gualtéry qui imprègne votre manche indique l'application d'un liniment. Et la petite tache jaune sur votre poignet droit, à peine visible mais néanmoins présente, indique que vous manipuliez la préparation spécifique appréciée des dames âgées d'un certain rang social. Madame Pemberton, si ma mémoire est bonne, s'est plainte de ses articulations la dernière fois que nous l'avons rencontrée à la poste, il y a environ 3 semaines. J'examinai ma manchette et découvris, à ma grande surprise, la minuscule tache qu'il avait décrite. Remarquable, Holmes, même si je ne qualifierais pas un raisonnement aussi complexe d'élémentaire. Un mince sourire se dessina sur ses lèvres. Ce qui est élémentaire pour un esprit peut s'avérer labyrinthique pour un autre, Watson. Il s'agit simplement d'entraîner ses facultés à observer ce que d'autres négligeaient. Il fit un geste langoureusement vers la correspondance éparse. À propos d'observation, je crains que le courrier de ce matin n'ait rien apporté de plus stimulant que l'habituel catalogue de disputes conjugales, d'animaux disparus et de soupçons d'infidélité. J'avais commencé à désespérer que la classe criminelle londonienne ait complètement perdu son imagination quand... Ces paroles furent interrompues par le coup sec de notre sonnette, suivi du bruit de pas précipités sur les 17 marches qui menaient à notre logement. On entendait la voix de Madame Hudson, en conversation animée avec un visiteur en contrebas, et bientôt son pas familier s'approcha de notre porte. « Monsieur Holmes, » annonça-t-elle un peu essoufflée, « un monsieur désire vous voir. Il insiste beaucoup et il est en très bon état. Un certain monsieur Cornelius Blackwood, du cabinet Blackwood et Associés. » Les sourcils de Holmes se haussèrent légèrement. « La maison d'édition ?»« Exactement le même, monsieur. Dois-je le faire venir ?»« Bien sûr, Madame Hudson. Watson, ceci pourrait vous intéresser. Blackwood & Associates a bâti sa réputation sur la publication d'ouvrages universitaires et de textes juridiques, ce qui était loin d'être le genre d'entreprise susceptible de générer des intrigues criminelles. » Quelques instants plus tard, notre logeuse fit entrer dans notre salon un homme d'une 50aine d'années, dont l'apparence trahissait à la fois la prospérité et une profonde agitation. Monsieur Cornelius Blackwood était un homme grand et mince, vêtu de la plus fine laine noire, ses cheveux argentés impeccablement coiffés malgré la détresse évidente qui marquait ses traits anguleux. Ses mains, que je remarquai tachées d'encre, un risque inhérent à son métier, tremblaient légèrement tandis qu'il serrait un portefeuille en cuir contre sa poitrine. « Monsieur Holmes, » commença-t-il sans préambule, sa voix portant le ton cultivé de quelqu'un habitué à s'adresser à un public érudit. « Je suis venu vous voir parce que Scotland Yard s'est révélé totalement inefficace dans cette affaire. Il me considère soit comme un fou, soit comme un charlatan. Et j'avoue qu'après les événements des 2 dernières semaines, je commence à douter de ma santé mentale. »
Holmes s'était levé et se tenait maintenant devant la cheminée, son regard perçant fixé sur notre visiteur avec l'intensité d'un naturaliste examinant un spécimen rare. « Veuillez vous asseoir, monsieur Blackwood, et racontez-nous votre histoire depuis le début. Watson, pourriez-vous avoir l'amabilité de servir un peu de cognac à notre invité? Je vois qu'il a peu dormi ces derniers temps. » En effet, tandis que M. Blackwood s'installait dans le fauteuil en face de Holmes, j'observais les cernes sous ses yeux et le léger tremblement de ses mains, signe d'épuisement nerveux. Je lui servis une généreuse dose d'alcool, qu'il accepta avec gratitude. « Messieurs, » commença-t-il en posant son verre avec une précaution délibérée, « ce que je vais vous raconter ressemblera aux rêves enflammés d'un romancier gothique. Et pourtant je jure sur mon honneur que chaque mot est vrai. Depuis 2 semaines, mon établissement est hanté, il n'y a pas d'autre mot, par une machine à écrire qui fonctionne toute seule. » L'expression de Holmes resta impassible, même si je perçus une légère lueur d'intérêt dans ses yeux pâles. « Continuez, monsieur Blackwood. » Mes bureaux occupent les étages supérieurs d'un immeuble de Paternoster Row, comme il sied à notre profession. Au premier étage, nous disposons d'une salle de dactylographie équipée de 3 machines Remington de dernière génération pour la préparation de nos manuscrits. Il y a 2 semaines, mon veilleur de nuit, un homme de confiance nommé Hobbs, à mon service depuis 7 ans, a signalé avoir entendu un bruit de frappe pendant sa tournée. En inspectant les lieux, il a découvert l'une des machines fonctionnant sans intervention humaine, les touches s'enfonçant d'elles-mêmes, les barres de frappe frappant le papier avec une précision mécanique. « Et qu'est-ce qui était tapé ?» demanda Holmes. Monsieur Blackwood ouvrit son portefeuille, les doigts tremblants. « C'est là, monsieur Holmes, que cette affaire transcende le surnaturel et entre dans le domaine du sinistre. » Il en sortit une feuille et la tendit à Holmes. C'était le premier message. Holmes examina le document, les sourcils légèrement froncés. Au bout d'un moment, il me le tendit, et je me retrouvai face à une seule ligne de texte, tapée dans la police caractéristique d'une machine Remington. « Les péchés du père seront rejetés sur le fils très intrigant, » murmura Holmes. « Et il y a eu des messages ultérieurs ? » « Chaque nuit depuis 15 jours, » répondit Blackwood d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, chacune plus troublante que la précédente. Elle parle de culpabilité, de châtiment, de secrets enfouis mais pas oubliés. Et toujours, elle semble me viser personnellement, même si je n'arrive pas à imaginer quel péché j'ai pu commettre pour justifier une telle persécution. Holmes avait commencé à faire les 100 pas devant la cheminée, comme à son habitude, les mains jointes dans le dos. « Dites-moi, monsieur Blackwood, avez-vous des ennemis, des rivaux en affaires qui pourraient vouloir vous chasser de vos locaux ou nuire à votre réputation? » « Aucune, à ma connaissance, monsieur Holmes. Mon cabinet jouit d'une excellente réputation dans le monde de l'édition. Nous traitons principalement des ouvrages universitaires, des traités juridiques, des articles scientifiques, loin d'être sujets à controverses passionnées. Et votre vie privée, des problèmes familiaux, des difficultés financières, des indiscrétions qui pourraient me servir de levier à un chantage? » Le visage de Blackwood rougit légèrement. « Je suis veuf, monsieur Holmes, et ce depuis 15 ans. Ma défunte épouse, que Dieu ait son âme, m'a laissé un héritage confortable qui, combiné au succès de mon entreprise, m'a permis de vivre sans souci financier. Quant aux indiscrétions, » il marqua une pause, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. « Je suis fier de mener une vie d'une moralité irréprochable. » Holmes s'arrêta et fixa notre visiteur d'un regard pénétrant. « Pourtant, quelqu'un pense clairement le contraire, monsieur Blackwood. Ces messages parlent de péché paternel. Avez-vous des enfants? »« Un fils, » admit Blackwood à contre-cœur. « Marcus. Il est séparé de moi. Depuis des années maintenant. » « Ah !» Holmes reprit sa place, se penchant en avant avec un intérêt renouvelé. « Et quelle est la nature de cette brouille? » « Un simple désaccord professionnel, rien de plus. Marcus nourrissait des aspirations littéraires que je jugeais incompatibles avec le métier sérieux d'éditeur universitaire. Nous nous sommes disputés,
et il a quitté Londres pour poursuivre sa carrière d'écrivain à l'étranger. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis 3 ans. J'observais l'expression de Holmes avec la familiarité née d'une longue association, reconnaissant les signes subtils qui indiquaient que son esprit élaborait déjà des théories et écartait les impossibilités. « Monsieur Blackwood, dit-il enfin, j'aimerais beaucoup examiner ces machines et les lieux où apparaissent ces mystérieux messages. Serait-il possible d'organiser une telle inspection ce soir ?» Le soulagement de notre client était palpable. « Bien sûr, monsieur Holmes. Je vous remettrai les clés et veillerai à ce que vous ayez pleinement accès au bâtiment. Hobbs sera de service et pourra vous aider si nécessaire. Excellent. Et je voudrais voir tous les messages qui sont apparus jusqu'à présent. » Blackwood fouilla à nouveau dans son portefeuille et en sortit une épaisse liasse de papier. « Je les ai tous ici, monsieur Holmes. 14 messages au total, tous plus inquiétants les uns que les autres. » Tandis que Holmes acceptait les documents, je ne pus réprimer un léger frisson qui n'avait rien à voir avec le froid automnal. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans l'idée d'une machine fonctionnant sans intervention humaine, débitant des accusations d'outre-tombe, car telle était l'impression que ces messages transmettaient. « Une dernière question, monsieur Blackwood, » dit Holmes alors que notre visiteur s'apprêtait à prendre congé. « Votre défunte épouse, comment est-elle morte ?» La question sembla frapper Blackwood comme un coup de poing. Il trébucha légèrement en se levant, le visage décoloré. « Un accident, » murmura-t-il. « Un terrible et tragique accident. Mais cela n'a sûrement aucun rapport avec cette affaire. Eleanor est morte depuis 15 ans. » Le sourire de Holmes était mince et énigmatique. « D'après mon expérience, monsieur Blackwood, le passé a la fâcheuse habitude de refuser de rester enfoui. Nous viendrons vous voir à 20h ce soir. » Après le départ de notre client, laissant derrière lui une atmosphère de malaise qui semblait persister dans notre salon comme de l'encens, Holmes s'est réinstallé dans son fauteuil et a commencé à examiner les messages mystérieux avec l'intensité d'un érudit se penchant sur d'anciens manuscrits. « Eh bien, Watson, » dit-il sans lever les yeux, « que pensez-vous de notre éditeur mélodramatique ?» J'ai réfléchi attentivement à la question. Il semble sincèrement effrayé, Holmes, mais je ne saurais dire si c'est par un effet surnaturel ou une persécution terrestre. Sa réaction à votre question sur la mort de sa femme a été très révélatrice. En effet. Et qu'avez-vous observé chez cet homme ? Des traces d'encre sur les doigts, comme vous l'avez remarqué, mais plus importantes qu'on pourrait s'y attendre de la part d'un éditeur qui emploie vraisemblablement des commis pour ce genre de travail. Ses vêtements, bien que coûteux, présentaient des signes de négligence. Le gilet mal boutonné, la cravate légèrement de travers. Un homme qui n'a pas bien dormi et qui s'habille à la lumière d'une lampe dans sa hâte à venir nous demander de l'aide. Excellent, Watson. Et ses mains ? Je repense à mes observations médicales. Un léger tremblement, comme nous en avons parlé, mais aussi... Oui, maintenant que j'y pense, il avait de petites coupures au bout des doigts, récemment guéries. Le genre de coupure qu'on peut contracter en manipulant des objets métalliques tranchants. Holmes leva les yeux de ses papiers, les yeux brillants d'approbation. Super. Vous devenez un véritable observateur, mon cher. Oui, M. Cornelius Blackwood a récemment bricolé des appareils mécaniques, tentant peut-être de résoudre son mystérieux problème par ses propres investigations. Il reporta son attention sur les messages, les étalant sur le tapis par ordre chronologique. Maintenant, voyons ce que ces communications fantômes ont à nous raconter. Chapitre 2. La scène du mystère. La lumière du gaz projetait des ombres dansantes sur les pavés de Paternoster Row, tandis que Holmes et moi traversions le brouillard du soir pour rejoindre les locaux de Blackwood et Associés. Cette rue ancienne, nichée à l'ombre de la cathédrale Saint-Paul, était depuis longtemps le cœur du secteur de l'édition londonienne, et même à cette heure tardive, une légère odeur d'encre et de papier d'imprimerie semblait imprégner l'air que nous respirions. Un choix de lieu curieux pour une hantise, Watson, observa Holmes alors que nous approchions de l'étroit bâtiment de 4 étages qui abritait l'établissement de notre client. On pourrait s'attendre à ce que les esprits agités préfèrent l'atmosphère gothique d'un manoir en ruine au cadre prosaïque d'une entreprise commerciale.
Je resserrai mon manteau tandis qu'une rafale de vent particulièrement froide balayait la rue étroite. Peut-être, Holmes, mais j'ai lu que des événements traumatisants peuvent attacher un esprit à n'importe quel lieu où des émotions fortes ont été vécues. Si une terrible injustice se produisait entre ces murs. Ah, Watson, toujours romantique. La voix de Holmes était légèrement moqueuse. Mais réservons notre jugement sur le surnaturel jusqu'à ce que nous ayons épuisé les possibilités du monde naturel. D'après mon expérience, les vivants sont bien plus inventifs dans leur malveillance que les morts. Le bâtiment lui-même présentait une façade sans intérêt, des briques rouges noircies par des décennies de suie londonienne, avec de hautes fenêtres qui reflétaient la lumière du gaz dans des rectangles dorés. Une plaque de laiton près de l'entrée portait l'inscription « Blackwood et associés, éditeur et agent littéraire, établi en 1878. » Holmes retira la clé fournie par notre client et déverrouilla la lourde porte en chêne, qui s'ouvrit avec un grincement presque théâtral, approprié à notre enquête nocturne. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur d'un réverbère à gaz au fond du couloir du rez-de-chaussée. Alors que nous pénétrions, nos pas résonnant sourdement sur le parquet ciré, une silhouette émergea de l'ombre. Un homme grisonnant d'une 60aine d'années, vêtu de l'uniforme de veilleur de nuit, et muni d'une lanterne en forme d'œil de bœuf. « Vous serez alors Monsieur Holmes, » dit-il d'une voix rauque à cause des années de tabac. « Je suis Hobbs, monsieur. Monsieur Blackwood a dit que vous viendriez ce soir. » Holmes observe l'homme avec son intensité habituelle. « Vous êtes le premier témoin de ces mystérieuses séances de dactylographie, si j'ai bien compris. »« Oui, monsieur, c'est bien moi. » Le visage buriné de Hobbs se creusa de rides d'inquiétude. « Cela fait 28 ans que je surveille les immeubles de cette ville, monsieur Holmes, et j'ai vu des choses étranges. Des cambrioleurs, bien sûr, et quelques ivrognes cherchant refuge contre le froid. Mais là, il secoua la tête. C'est tout autre chose. « Dites-nous exactement ce que vous avez observé, » demanda Holmes alors que nous commencions à monter l'étroit escalier vers les étages supérieurs. « C'était mardi, il y a 15 jours, » commença Hobbs, sa lanterne projetant d'étranges ombres sur les murs tandis que nous montions. « Je faisais ma ronde habituelle. Je traverse chaque étage du bâtiment 2 fois par nuit, vérifiant les serrures et les fenêtres. Arrivé au 2e étage, je l'ai entendu clairement. Le bruit d'une frappe à la machine. Méthodique, comme quelqu'un qui travaille à un rythme soutenu. Nous étions arrivés au palier du 2e étage et Hobbs nous conduisit dans un couloir bordé de portes de bureaux aux panneaux de verre dépolis. Au fond, il s'arrêta devant une porte marquée « Salle de dactylographie » et sortit un trousseau de clés. J'ai d'abord pensé qu'un des commis était peut-être resté tard pour terminer un travail urgent, poursuivit-il en déverrouillant la porte. Mais quand j'ai ouvert cette porte, il la poussa en grand, et nous entrâmes dans une pièce qui, même à la faible lumière de la lanterne, me parut particulièrement ordinaire pour le théâtre d'événements aussi extraordinaires. La salle de dactylographie était un espace fonctionnel, d'environ 6 mètres carrés, avec 3 machines à écrire Remington identiques, disposées sur de solides bureaux en chêne. 2 hautes fenêtres donnaient sur la rue, mais elles étaient désormais de sombres miroirs, reflétant nos propres mouvements. Des classeurs bordaient un mur, et une grille à charbon fournissait la chaleur nécessaire pendant la journée de travail. « La machine au centre, » dit Hobbs en attirant notre attention vers le bureau du milieu. « C'est celle-là, monsieur. » Quand je suis arrivé ce premier soir, les touches bougeaient toutes seules, s'enfonçant et se relevant brusquement, comme si des doigts invisibles les actionnaient. Le papier défilait normalement, et je voyais les lettres apparaître une à une. Holmes s'approcha de la machine en question et sortit une loupe de la poche de son gilet. « Et vous avez observé ce phénomène pendant combien de temps ?»« Peut-être 2 minutes, monsieur. J'avais trop peur pour rester plus longtemps. Quand je suis revenu avec M. Blackwood le lendemain matin, nous avons trouvé le message, le premier sur les péchés, les pères, etc. » J'observais Holmes commencer à examiner la machine à écrire, son œil exercé remarquant des détails qui échapperaient à l'observation ordinaire. Il scruta attentivement les touches, les barres de caractères, le mécanisme du ruban,
caressant délicatement les surfaces métalliques de ses longs doigts. « Watson, dit-il soudain, rapproche la lanterne, s'il te plaît. » Je pris la lampe des mains de Hobbs et la tins près de la machine pendant que Holmes poursuivait son enquête. « Intéressant, » murmura-t-il. « La machine à écrire a été récemment nettoyée, assez minutieusement en fait. Trop minutieusement, pourrait-on dire. Que veux-tu dire, Holmes ? Observez le ruban, Watson. Il est neuf, si neuf qu'il porte encore l'huile du fabricant. Pourtant, selon M. Blackwood, cette machine est régulièrement utilisée par son personnel. On s'attendrait à y trouver des traces d'encre accumulées, des fibres de papier, et peut-être même une légère couche de poussière. Au lieu de cela, nous avons une machine qui semble avoir été méticuleusement entretenue, chaque surface polie à l'état impeccable. Holmes examina les deux autres machines, les soumettant au même examen minutieux. Celle-ci, en revanche, présente les signes normaux d'une utilisation quotidienne. Légère accumulation de poussière, traces d'usure sur les touches les plus fréquemment utilisées, ruban ayant subi un service considérable. Je me demande pourquoi cette machine a bénéficié d'une attention aussi particulière. Hobbs se balançait nerveusement d'un pied sur l'autre. « Je ne saurais vous le dire, monsieur. Je suis sûr que M. Blackwood pourrait vous en dire plus sur l'entretien de tels appareils. » En effet, Holmes se redressa et reporta son attention sur le bureau, ouvrant chaque tiroir et examinant son contenu avec une minutie méthodique. « Dites-moi, Hobbs, lors de vos rondes nocturnes, remarquez-vous parfois des lumières dans l'immeuble d'en face ?» Le gardien jeta un coup d'œil aux fenêtres. « De temps en temps, monsieur. Il y a un cabinet d'avocats là-bas, Hartwell et compagnie. Ils travaillent parfois tard le soir. Et les nuits où vous avez entendu les coups de clavier, y avait-il des lumières visibles à leurs fenêtres ?» Hobbs réfléchit attentivement à la question. « Maintenant que vous le dites, monsieur, je crois qu'il y en a eu. Oui, certainement le premier soir, et je pense aussi plusieurs autres. » Holmes hocha la tête pensivement et s'approcha de la fenêtre, observant à travers la vitre la rue brumeuse en contrebas. L'angle serait idéal pour l'observation, songea-t-il, plus pour lui-même que pour nous. Une vue dégagée sur cette pièce, surtout si les becs de gaz étaient allumés. « Holmes, dis-je, commençant à saisir le sens de ses pensées, vous ne soupçonnez sûrement pas que quelqu'un a observé ces événements. Je soupçonne beaucoup de choses, Watson, et je n'écarte rien tant que les preuves ne m'y obligent pas. » Il se détourna de la fenêtre et s'adressa de nouveau à Hobbs. « Vous avez mentionné avoir été témoin de ce phénomène à plusieurs reprises. Avez-vous déjà tenté de vous approcher de la machine en fonctionnement ?» Le visage du pauvre homme pâlit. « Une fois, monsieur, et une seule fois. Il y a 3 nuits, j'ai entendu la machine commencer à taper et j'ai décidé de mettre un terme à cette histoire, surnaturelle ou autre. J'ai rampé dans le couloir aussi discrètement que possible et j'ai d'abord regardé par le trou de la serrure. Et qu'avez-vous observé ? La machine fonctionnait comme avant, monsieur, mais... » Hobbs déglutit difficilement. « Il y avait autre chose. Une silhouette debout près du bureau, une femme en blanc, translucide, observait les touches bouger. Quand j'ai ouvert la porte, elle a disparu comme de la fumée, et la frappe s'est arrêtée aussitôt. » Cette révélation me fit froid dans le dos, mais Holmes resta sceptique. « Décrivez ce personnage plus en détail. » « Elle était grande, monsieur, avec de longs cheveux noirs. Elle portait ce qui ressemblait à une chemise de nuit, ou à un linceul. Son visage était détourné de moi, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa façon de se tenir. » Hobbs frissonna. On aurait dit qu'elle écoutait la frappe avec une grande satisfaction. Holmes avait entamé un nouveau tour de la pièce, examinant cette fois les sols et les murs, en accordant une attention particulière aux zones proches de la mystérieuse machine à écrire. « Watson, auriez-vous l'amabilité d'allumer les becs de gaz ? J'aimerais examiner cette pièce sous un éclairage approprié. » Tandis que je m'approchais pour accéder à sa requête, gravant des allumettes et éclairant progressivement la pièce, Holmes poursuivit son enquête avec la minutie qui le caractérisait. Il s'agenouilla près du bureau, examinant le sol à la loupe, puis se leva pour examiner le mur derrière la machine. « Très éclairant, » dit-il enfin. « Hobbs, quelqu'un d'autre que vous et M. Blackwood est-il entré dans cette pièce depuis le début de ces incidents ?
Eh bien, monsieur, il y a la femme de ménage, Madame Fitzgerald. Elle vient 2 fois par semaine. Et bien sûr, les employés qui travaillent sur ces machines pendant la journée. J'aimerais avoir la liste de tous les membres du personnel ayant accès à cette pièce, dit Holmes, et je souhaiterais interroger chacun d'eux individuellement. Il s'approcha de nouveau de la fenêtre, examinant cette fois le cadre et le châssis avec une attention minutieuse. La fenêtre a été ouverte récemment, annonça-t-il. La peinture le long de l'appui présente des rayures récentes, et des traces d'huile sur les charnières suggèrent une utilisation récente. Mais monsieur, protesta Hobbs, je vérifie chaque fenêtre du bâtiment 2 fois par nuit. Elles sont toutes correctement verrouillées. Néanmoins, cette fenêtre a été ouverte de l'intérieur ces derniers jours. Holmes se redressa et fixa le gardien d'un regard pénétrant. Dites-moi, les nuits où vous avez entendu la frappe, avez-vous vérifié cette fenêtre en particulier ? Le visage de Hobbs prit une expression troublée. Eh bien, monsieur, pour être tout à fait honnête, après cette première nuit, j'hésite un peu à m'attarder dans cette pièce plus que nécessaire. Je jette un coup d'œil pour m'assurer qu'il n'y a personne, mais j'avoue que je n'examine pas les fenêtres aussi attentivement que je le devrais. C'est parfaitement compréhensible, dit Holmes avec gentillesse. La peur est une réaction naturelle à l'inexplicable. Cependant, je crois que nous pourrions bientôt découvrir qu'une explication est bel et bien possible. Comme pour ponctuer ces paroles, le son d'une horloge sonnant 9 heures résonna dans le bâtiment. Holmes consulta sa montre de poche et hocha la tête avec satisfaction. Excellent timing. Si notre mystérieux correspondant maintient son emploi du temps, nous devrions recevoir une visite d'ici 1 heure ou 2. Il se tourna vers Hobbs. Je veux que vous poursuiviez vos rondes habituelles, mais une fois arrivé à cet étage, soyez attentif à tout bruit inhabituel. Si vous entendez des bruits de clavier, n'allez pas enquêter immédiatement. Venez plutôt nous chercher, Watson et moi. Nous vous attendrons dans le bureau de M. Blackwood, à l'étage inférieur. « Tu veux prendre cet esprit en flagrant délit, Holmes ?» demandai-je. « J'ai l'intention de prendre quelqu'un en flagrant délit, Watson. Reste à savoir si cette personne sera de ce monde ou de l'au-delà. » Holmes éteignit les lampes à gaz, plongeant la pièce dans l'obscurité. Mais j'ai le fort pressentiment que notre fantôme sera décevant en termes de physique. Alors que nous descendions pour monter la garde dans le bureau privé de Blackwood, je me suis surpris à réfléchir au curieux mélange de banalité et de mystère qui caractérisait cette affaire. Une machine à écrire bien nettoyée, une fenêtre récemment ouverte, une silhouette en blanc observée par un gardien effrayé. Chaque détail semblait pointer dans des directions différentes, créant une énigme qui mettrait à l'épreuve même les exceptionnels pouvoirs de déduction de Holmes. « Holmes, dis-je tandis que nous nous installions confortablement dans les fauteuils de Blackwood pour attendre la suite des événements, que pensez-vous de la description de la femme en blanc par Hobbs ? Serait-ce lié à la défunte épouse de Blackwood ? » Holmes alluma sa pipe et tira pensivement. « Une possibilité intéressante, Watson. Madame Eleanor Blackwood, décédée il y a 15 ans dans des circonstances qui affligent clairement notre client. Un fils brouillé par des ambitions littéraires, des messages évoquant les péchés paternels et le châtiment. Il souffla un rond de fumée parfait vers le plafond. Le motif suggère un drame très humain, motivé par des motivations très terrestres. Mais le fonctionnement mécanique de la machine à écrire, cela indique sûrement une action surnaturelle ? Ou à quelqu'un qui maîtrise parfaitement les mécanismes et qui a accès à ce bâtiment. Holmes sourit d'un air énigmatique. « Patience, mon cher Watson. Avant la fin de cette nuit, je crois que nous aurons nos réponses. » Le lampadaire à gaz du bureau de Blackwood était faible pendant que nous attendions, projetant des ombres changeantes sur les murs tapissés de volumes reliés en cuir. Dehors, le brouillard s'était épaissi, étouffant les bruits de la ville endormie, et je me surpris à tendre l'oreille pour entendre le moindre signe d'activité mystérieuse à l'étage supérieur. Le silence même semblait chargé de possibilités, et plus d'une fois je me suis surpris à retenir mon souffle, à l'affût du cliquetis rythmé des touches de la machine à écrire manipulée par des mains invisibles. La nuit allait être longue, mais je n'avais aucun doute qu'avant que l'aube ne se lève sur Londres, le mystère de la machine à écrire chuchotante commencerait à livrer ses secrets à la logique implacable de Sherlock Holmes. Chapitre 3.
La dactylo fantôme. L'horloge en cuivre ornée sur la cheminée de Blackwood venait de sonner 10h30 lorsque nous entendîmes les pas précipités de Hobbs dans l'escalier. Holmes, resté assis sans bouger depuis près d'une heure, sa pipe refroidie depuis longtemps, se leva de sa chaise avec la grâce rapide et silencieuse d'un chat. « Cela a commencé, » murmura-t-il, et en effet, tandis que nous écoutions attentivement, le son caractéristique des touches de la machine à écrire parvint à nos oreilles depuis l'étage supérieur, un rythme régulier et méthodique qui semblait résonner à travers les os mêmes du vieux bâtiment. Hobbs apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle sous la lumière du gaz, les yeux écarquillés par un mélange de peur et d'excitation. « Ça recommence, monsieur, » souffla-t-il, « comme avant. Cette machine infernale qui tourne sans personne pour la faire fonctionner. » Holmes porta un doigt à ses lèvres et se dirigea vers la porte. « Suivez-moi, » murmura-t-il silencieusement, « et ne faites aucun bruit. » Nous avons gravi l'escalier avec une prudence infinie, Holmes nous ouvrant la voie, chacun de ses mouvements étant calculé pour éviter le moindre craquement du vieux plancher. La frappe au clavier continuait au-dessus de nous, à un rythme constant, et je me suis surpris à compter les frappes au fur et à mesure de notre ascension. Clic, 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 pause, clic, clic, comme un battement de cœur mécanique dans l'obscurité. Alors que nous atteignions le palier du 2e étage, Holmes nous fit signe de rester parfaitement immobile. Le son était désormais beaucoup plus clair, provenant sans équivoque de la salle de dactylographie au bout du couloir. Mais il y avait aussi autre chose, un bruit faible, presque imperceptible, qui pouvait être celui d'une respiration, ou peut-être simplement celui du vieux bâtiment qui se figuait dans l'air nocturne. Holmes sortit un petit miroir de la poche de son gilet, un dispositif que je l'avais déjà vu utiliser lorsque l'observation exigeait la plus grande discrétion. Se tenant dans l'ombre le long du mur, il s'approcha de la porte de la salle de dactylographie et positionna le miroir de manière à pouvoir voir par le trou de la serrure. Il resta ainsi pendant une trentaine de secondes, le corps raidi par la concentration, tandis que la frappe poursuivait son rythme incessant. Puis, prenant une inspiration brusque, il se redressa et se tourna vers nous, les yeux brillants de la satisfaction féroce d'un chasseur qui a repéré sa proie. Il nous fit signe d'approcher, et lorsque nous fûmes rassemblés autour de lui dans l'ombre, il murmura d'une voix à peine audible. « Il y a bien quelqu'un à la machine, mais pas celui que notre gardien a signalé. La silhouette est mince, vêtue de sombre et bien vivante. Je vois le souffle qui monte et descend, les mouvements occasionnels de la tête lorsque la dactylo vérifie son travail. Mais monsieur, protesta Hobbs dans un murmure très faible, j'ai vu une femme en blanc, translucide comme un rayon de lune. Holmes leva une main pour me retenir. Ce que vous avez vu, mon cher, a peut-être été astucieusement arrangé pour créer exactement cette impression. Mais nous aurons nos réponses tout à l'heure. Il se tourna vers moi. Watson, je veux que vous vous postiez au fond du couloir, près de l'escalier menant au 3e étage. Si notre fantôme tente de fuir dans cette direction, vous devez être prêt à l'intercepter. Et toi, Holmes ? Je vais donner à notre mystérieux correspondant exactement 2 minutes supplémentaires pour terminer son travail du soir, puis nous ferons connaître notre présence de la manière la plus directe possible. Je pris place à mon poste tandis que Holmes et Hobbs restaient près de la porte de la salle de dactylographie. Le cliquetis des touches continuait, parfois ponctué par le tintement aigu de la sonnerie de la machine à écrire signalant la fin d'une ligne. Dans l'obscurité du couloir, où seule une faible lueur de gaz filtrait des étages inférieurs, le son prenait une dimension presque hypnotique. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la frappe cessa. Le silence qui suivit me parut peser sur les tympans avec un poids presque physique. J'entendais les battements de mon cœur, le souffle nerveux de Hobbs, et quelque part au loin, le claquement d'un fiacre tardif traversant les rues embrumées. Holmes attendit encore une dizaine de secondes, puis s'avança et saisit la poignée de la porte. « Maintenant !» cria-t-il en ouvrant la porte en grand. « Ce que nous avons vu à cet instant restera à jamais gravé dans ma mémoire. »
La salle de dactylographie était éclairée par un unique réverbère à gaz, dont le réglage était bas, projetant des ombres dansantes sur les murs. Au bureau central était assise une silhouette vêtue de noir, une femme, comme Holmes l'avait observé, mais pas l'apparition éthérée décrite par Hobbes. Elle avait peut-être 30 ans, les cheveux noirs tirés en arrière et attachés avec des épingles, et portait une robe noire unie qui semblait l'absorbeur la lumière environnante. Son visage, lorsqu'elle se tourna vers nous avec un regard étonné, était pâle mais résolument charnel, marqué par des rides de fatigue, et ce que je pris pour un chagrin longtemps refoulé. « Ne bougez pas », ordonna Holmes en entrant dans la pièce, la main tendue. Mais la femme était déjà en mouvement, se levant de sa chaise avec une grâce rapide et se dirigeant vers les fenêtres au fond de la pièce. « Arrêtez là, Watson !» cria Holmes, mais la femme avait atteint la fenêtre et se débattait avec le châssis. À ma grande surprise, elle s'ouvrit facilement, visiblement préparée à une telle urgence, et elle commença à grimper sur ce qui devait être une échelle de secours ou de maintenance. Je me précipitai, mais elle disparaissait déjà dans la nuit brumeuse. Holmes atteignit la fenêtre quelques secondes après son départ et se pencha dans l'obscurité. Mais l'épais brouillard londonien l'avait engloutie aussi complètement que si elle avait été un esprit. « Bon sang !» s'exclama Holmes, détournant la tête de la fenêtre et reportant son attention sur la machine à écrire. « Ce n'est peut-être pas si malencontreux. Parfois, une proie en dit plus en fuyant qu'en restant pour affronter un interrogatoire. » Il s'approcha de la machine et examina le papier resté dans le chariot. « Watson, apportez plus de lumière, s'il vous plaît. Voyons quel message notre dactylofantôme nous a laissé ce soir. » J'ai allumé les dernières lampes à gaz de la pièce, l'inondant d'une vive lumière, et nous nous sommes rassemblés autour de la machine à écrire pour lire la dernière communication de notre mystérieux correspondant. Le message était plus long que ceux que Blackwood nous avait montrés, et infiniment plus troublant. La vérité ne restera pas enterrée à jamais. Eleanor Blackwood n'est pas morte par accident. Son sang réclame justice depuis la tombe. Les péchés de Cornelius Blackwood doivent être révélés au grand jour. 15 années de mensonges et de silence prennent fin. Hobbes, lisant par-dessus nos épaules, émit un léger sifflement d'étonnement. « Eh bien, jamais, souffla-t-il. Ce n'est donc pas un fantôme, mais une personne vivante qui en veut au maître. » Il semblerait bien, acquiesça Holmes, même si je percevais une pointe de réserve dans sa voix. La question est maintenant, qui est cette femme et comment sait-elle autant de choses sur la vie privée de la famille Blackwood? Il entreprit un examen systématique de la pièce, s'intéressant particulièrement à la zone autour de la fenêtre par laquelle notre mystérieuse dactylo s'était échappée. « Intéressant, » murmura-t-il en s'agenouillant près du cadre. Notre visiteuse s'attendait à une sortie précipitée. Le loquet de la fenêtre a été limé pour éviter de forcer, et des rayures sur le rebord suggèrent qu'elle a déjà emprunté ce chemin. « Mais comment a-t-elle pu entrer dans l'immeuble » demandai-je. La porte d'entrée était fermée à clé à notre arrivée, et Hobbes en avait les clés. « Excellente question, Watson. » Holmes se tourna vers le gardien. « Dites-moi, Hobbes, y a-t-il un autre moyen d'accéder à ce bâtiment? Des entrées arrière peut-être, ou des connexions avec les bâtiments adjacents ?» Hobbes se gratta pensivement la tête grisonnante. « Eh bien, monsieur, il y a une porte de service qui mène à la ruelle, mais elle était verrouillée et barrée de l'intérieur. Et il y a une porte communicante avec le bâtiment voisin, le numéro 14, où Hartwell et compagnie a ses bureaux. Mais elle est scellée depuis des années. » « Scellée, dites-vous, mais pas murée? » »« Non, monsieur, juste clouée et repeint. Monsieur Blackwood souhaitait conserver la possibilité d'agrandir ses bureaux si besoin. » Les yeux de Holmes s'illuminèrent d'intérêt. « J'aimerais beaucoup examiner cette porte scellée, Hobbes. Pouvez-vous nous montrer son emplacement? » Nous avons suivi le gardien dans le couloir jusqu'à une porte que je n'avais pas remarquée auparavant, tant elle se fondait parfaitement dans le mur peint qui l'entourait. Holmes passa ses doigts sur ses bords, puis sortit un petit canif et gratta soigneusement un peu de peinture près des gonds. « Comme je le soupçonnais, » annonça-t-il avec satisfaction. « Cette porte a été ouverte récemment, ces derniers jours, devrais-je dire. La peinture a été soigneusement refaite pour dissimuler le fait,
mais le travail a été effectué à la hâte et par quelqu'un qui n'est pas expert en tromperie. Il se tourna vers Hobbes avec un regard pénétrant. « Vous dites que l'immeuble voisin abrite un cabinet d'avocats ? » ?»« Oui, monsieur. Hartwell & Company. Ils sont là depuis... 15 ans ou plus. »« 15 ans, » répéta Holmes pensivement. « La même période durant laquelle Madame Eleanor Blackwood est décédée. Watson, je crois que nous commençons à cerner la nature de ce mystère. Vous pensez que cette femme a eu accès au bureau des avocats ? Je pense, mon cher Watson, que cette femme a peut-être de très bonnes raisons de choisir cette voie. » Holmes retourna à la machine à écrire et commença à l'examiner une fois de plus, se concentrant cette fois sur le mécanisme lui-même. « Dites-moi, messieurs, l'un de vous connaît-il le fonctionnement de ces machines ? » Hobbes secoua la tête, mais je m'avançai. « J'ai une certaine expérience, Holmes. Pendant mon séjour en Afghanistan, j'ai parfois aidé à la rédaction de rapports médicaux à l'aide d'une machine à écrire de campagne. » « Excellent. Alors vous comprendrez l'importance de ceci. » Holmes désigna les barres de caractères de la machine. « Observez l'usure de ces lettres. E, L, E, A, N, O, R. Elles sont nettement plus usagées que les autres, ce qui suggère qu'elles ont été employées, avec une fréquence inhabituelle. Le sous-entendu m'a immédiatement frappé. Eleanor, le prénom de Madame Blackwood. Exactement. Notre mystérieuse dactylo s'est entraînée, Watson, à taper des mots et des phrases spécifiques. Ce n'était pas une composition spontanée, mais une performance soigneusement préparée. Holmes se redressa et commença à arpenter la pièce comme à son habitude. Examinons ce que nous savons. Une femme d'une trentaine d'années, suffisamment familière avec ce bâtiment pour avoir préparé une issue de secours et découvert la porte scellée menant aux bureaux adjacents. Quelqu'un, connaissant parfaitement les affaires privées de la famille Blackwood, notamment les circonstances de la mort de Madame Eleanor Blackwood, 15 ans auparavant. Quelqu'un ayant accès à du matériel de dactylographie et suffisamment compétent pour s'en servir dans l'obscurité. Un ancien employé, peut-être, ai-je suggéré. C'est possible, mais peu probable. Blackwood n'a donné aucun signe de reconnaissance des accusations portées contre lui. Si un ancien employé tenait des propos aussi précis sur la mort de sa femme, il aurait sûrement des soupçons sur leur identité. Holmes s'arrêta et me fixa d'un regard intense. « Non, Watson, je crois que notre dactylo de nuit est quelqu'un qui a un lien bien plus personnel avec cette affaire. »« Tu veux dire ?»« Je veux dire que nous avons affaire à quelqu'un qui a des raisons impérieuses de croire qu'Eleanor Blackwood a été assassinée et que son mari en est au responsable. » Holmes s'approcha de la fenêtre et contempla la nuit enveloppée de brouillard. Quelqu'un qui a attendu 15 ans pour révéler ce qu'il croit être la vérité. Les implications de ces paroles nous ont envahis comme un linceul froid. Si Holmes avait raison, alors nous n'avions pas affaire à un simple cas de harcèlement ou de supercherie mécanique, mais à des accusations de meurtre remontant à une quinzaine d'années. « Mais qui pourrait posséder une telle connaissance ?» demandai-je. « Et pourquoi attendre si longtemps pour agir ?» Holmes se détourna de la fenêtre avec un sourire dénué de chaleur. « Voilà, mon cher Watson, les questions auxquelles nous devons répondre. Et je soupçonne que lorsque nous les répondrons, nous découvrirons que le fantôme d'Eleanor Blackwood n'est pas le seul à hanter les couloirs de Blackwood & Associates. » Alors que nous nous apprêtions à quitter la salle de dactylographie, Holmes marqua une dernière pause pour examiner le dernier message. « Il y a autre chose, Watson, quelque chose qui me trouble dans ces communications. » « Qu'est-ce que c'est, Holmes ? » ?»« Le langage, la tournure des phrases, le style littéraire, tout est bien trop sophistiqué pour une simple campagne de harcèlement. Ces messages semblent provenir d'une personne ayant une solide formation, voire une expérience professionnelle en écriture. » Il plia soigneusement le papier et le glissa dans la poche de son gilet. « Je commence à soupçonner que notre visiteur de minuit est peut-être plus proche de la famille Blackwood que nous ne le pensions initialement. » Sur cette observation énigmatique, nous éteignîmes les lampes à gaz et quittâmes la salle de dactylographie, laissant derrière nous le lieu de notre étrange rencontre avec le cambrioleur le plus insolite de Londres. En descendant l'escalier, je me demandais non seulement qui pouvait être cette femme mystérieuse, mais aussi quel terrible secret du passé l'avait poussée à de telles mesures désespérées. Le brouillard s'était épaissi pendant notre veillée, et lorsque nous débouchâmes sur Paternoster Row,
Les lampadaires n'apparurent que de simples lueurs dans la brume grise tourbillonnante. Holmes marchait dans un silence contemplatif, les mains jointes dans le dos, son profil pointu demeurant parfois visible lorsque nous passions sous les réverbères. « Demain, Watson, dit-il enfin, nous irons rendre visite à Hartwell et compagnie. J'ai le sentiment que les notaires d'à côté pourraient bien détenir la clé de tout ce mystère. » Tandis que notre fiacre nous ramenait vers Baker Street à travers la ville plongée dans le brouillard, je réfléchissais aux révélations de la nuit. Nous avions résolu le mystère immédiat de la machine à écrire surnaturelle pour découvrir ce qui semblait être une énigme bien plus complexe et dangereuse. Quelque part dans le dédale des rues sombres de Londres, une femme intimement liée à la mort d'un jeune homme de 15 ans préparait son prochain coup dans ce qui semblait être une campagne de vengeance élaborée. Et au cœur de tout cela se trouvait Cornelius Blackwood, éditeur à succès et citoyen respecté, confronté à des accusations qui menaçaient de détruire non seulement sa réputation, mais peut-être aussi sa liberté. Demain apporterait de nouvelles révélations, j'en étais certain, mais ce soir avait soulevé plus de questions qu'il n'avait apporté de réponses. L'affaire de la machine à écrire qui murmurait était devenue quelque chose de bien plus sinistre. Une question de vie, de mort, et du terrible poids des secrets qui refusent de rester enfouis. Chapitre 4. Le secret des avocats. Le soleil matinal perçait la brume éternelle qui enveloppait Londres, projetant de pâles rayons de lumière sur la table du petit déjeuner du 221B Baker Street, tandis que Holmes et moi nous préparions pour notre enquête chez Hartwell et compagnie. Mon ami s'était levé tôt, comme à son habitude lorsqu'il était occupé à traiter une affaire particulièrement importante, et je le trouvais déjà habillé, en train d'examiner une collection d'annuaires juridiques et de registres professionnels qu'il avait dénichés pendant la nuit. « Ah, Watson, dit-il sans lever les yeux de sa lecture, j'espère que vous avez mieux dormi que notre mystérieuse dactylo. Je la soupçonne d'avoir passé la nuit dans une grande agitation, se demandant si nous avions pu observer ses activités nocturnes. Je me servis dans les excellents harengs fumés de Madame Hudson et pris place en face de Holmes. « Avez-vous découvert quelque chose d'intéressant sur nos voisins du 14 ?» En effet. Holmes posa un épais volume relié en cuir rouge et prit sa tasse de café. Hartwell & Company est un cabinet très respectable, fondé en 1878. Coïncidence, l'année même où Blackwood fondait sa maison d'édition. L'associé principal est un certain Reginald Hartwell, âgé de 62 ans, spécialiste du droit immobilier et de la gestion de patrimoine. Son associé junior, un certain James Morrison, s'occupe des litiges commerciaux et des affaires matrimoniales. Des relations matrimoniales ? J'ai haussé un sourcil. Ça pourrait s'avérer important vu les circonstances. C'est exactement ce que je pense, Watson. Mais ce n'est pas tout. Holmes sortit une coupure de journal de la poche de son gilet. J'ai pris la liberté de consulter les mentions légales du Times pour l'année 1879. Observez bien cette entrée. Il m'a tendu la coupure jaunie et j'ai lu à haute voix. Morrison, Hartwell & Associates annonce l'arrivée de Mademoiselle Margaret Hartwell dans leur personnel administratif, suite à la fin de ses études à l'Académie pour jeunes filles de Mademoiselle Pemberton. Margaret Hartwell, ai-je songé. La fille de l'associé principal, sans doute ? C'est ce que je suppose. Et notez bien la date, Watson. Cette nomination a eu lieu en septembre 1879, à peine un an après l'installation des deux cabinets dans leurs locaux actuels. Je commençais à comprendre le sens de ses pensées. Vous croyez que cette Miss Hartwell pourrait avoir un lien avec notre visiteur nocturne ? Je crois, mon cher ami, qu'une jeune femme employée dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires matrimoniales serait idéalement placée pour connaître des détails intimes sur la vie privée des hommes d'affaires voisins. Holmes se leva de table et s'approcha de la fenêtre, contemplant l'agitation matinale de Baker Street. Réfléchissez à la chronologie, Watson. Eleanor Blackwood est décédée en 1879, selon notre client. Si mademoiselle Margaret Hartwell travaillait effectivement dans le cabinet voisin à cette époque, elle aurait été au courant de toutes les procédures judiciaires qui auraient dû suivre. Mais s'il y avait eu le moindre soupçon d'acte criminel dans la mort de madame Blackwood, il y aurait eu une enquête, une investigation policière. Pas forcément.
Holmes se détourna de la fenêtre, ses yeux gris brillants de l'intensité qui caractérisait ses plus grandes affaires. À l'époque, les décès accidentels, surtout ceux impliquant une femme de bonne famille, étaient souvent traités avec la plus grande discrétion. Une brève enquête, un verdict de mésaventure, et l'affaire classée pour ménager la sensibilité des proches. Nous terminâmes notre petit déjeuner dans un silence contemplatif, chacun absorbé par nos spéculations sur les révélations que la matinée nous apporterait. À 9 heures précises, Holmes se déclara prêt à partir, et nous reprîmes le chemin de Paternoster Row. Le brouillard s'était quelque peu dissipé pendant la nuit, mais la rue étroite demeurait plongée dans la pénombre grise qui semblait perpétuelle dans ce vieux quartier. Le numéro 14 présentait une façade presque identique à celle de Blackwood et associés. Les mêmes briques noircies, les mêmes hautes fenêtres, la même atmosphère de respectabilité prospère qui caractérisait les commerces établis du quartier. La plaque signalétique en laiton près de l'entrée indiquait « Hartwell et compagnie, Solicitors and Commissioners for Oaths, fondé 1878 » et en dessous, en plus petit, « J. Morrison, Junior Partner ». Holmes étudia cette inscription avec intérêt avant d'appuyer sur la sonnette. Nous fûmes admis par un employé âgé dont les doigts tachés d'encre et la posture légèrement voûtée témoignaient de décennies passées à préparer des documents juridiques. Il se présenta comme étant M. Simpkins et, apprenant que nous souhaitions parler à M. Hartwell d'une question urgente, il nous fit entrer dans une salle d'attente meublée de ces meubles en acajou et cuir, si prisés par la profession juridique. Les murs étaient tapissés de livres de droit et de certificats encadrés, mais c'est une collection de photographies sur la cheminée qui attira immédiatement l'attention de Holmes. En attendant que M. Hartwell nous reçoive, il examina ces images à la loupe, murmurant parfois quelques observations. « Très éclairant, Watson, » dit-il doucement. « Des portraits de famille couvrant plusieurs décennies, dont ce qui semble être une photo de mariage du début des années 1880. Et ici, il désigna une image plus récente, un portrait de groupe du personnel du cabinet, daté de 1892. Je l'ai rejoint devant la cheminée et j'ai étudié les photographies. Le portrait de mariage montrait un jeune couple vêtu de la robe raffinée de l'époque, le visage de la mariée ressemblant étrangement à celui de la femme brune, aperçue la veille. Le portrait de groupe comprenait plusieurs personnages en tenue professionnelle, debout devant l'entrée du numéro 14. La mariée sur la photo de mariage, ai-je observé, pourrait bien être la femme d'hier soir, bien que plus jeune et visiblement dans des circonstances plus heureuses. C'est exactement ce que j'ai observé, Watson, et remarquez le marié, un homme grand, bien habillé, aux traits distinctifs. Je crois qu'il s'agit de M. James Morrison et de sa future épouse. Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit et nous fûmes rejoints par un homme distingué d'âge mûr, dont les cheveux argentés et l'attitude autoritaire faisaient de lui l'associé principal. Reginald Hartwell était un homme qui avait manifestement prospéré dans sa profession, ses vêtements coûteux et son assurance annonçant une réussite dans les plus hautes sphères de la société londonienne. « Messieurs, dit-il en tendant la main pour vous saluer, je suis Reginald Hartwell. Monsieur Simpkins m'informe que vous souhaitez me consulter sur une question urgente. Comment puis-je vous être utile ?» Holmes nous a présenté et a brièvement exposé la nature de notre enquête, prenant soin de présenter les faits sans révéler nos soupçons quant au lien entre les deux cabinets. Monsieur Hartwell a écouté avec l'attention experte de quelqu'un habitué à évaluer des situations juridiques complexes. « Extraordinaire, » dit-il lorsque Holmes eut conclu son récit. « Une machine à écrire fonctionnant toute seule, dites-vous, et des messages apparaissant sans intervention humaine ? J'avoue, monsieur Holmes, que de tels phénomènes dépassent largement mon domaine d'expertise. » « En effet, » acquiesça Holmes, « mais je crois que l'explication pourrait s'avérer tout à fait banale. Dites-moi, monsieur Hartwell, connaissez-vous votre voisin, monsieur Cornelius Blackwood ?» Une ombre sembla passer sur le visage de Hartwell. « Nous sommes voisins d'affaires, certes, et ce depuis de nombreuses années. Je ne peux cependant pas dire que nous nous connaissions intimement. Nos professions et nos cercles sociaux sont différents, vous comprenez ? Bien sûr.
Mais je me demande si vous vous souvenez des circonstances du décès de Madame Eleanor Blackwood, il y a une quinzaine d'années. En tant qu'avocat spécialisé en succession, vous avez peut-être été impliqué dans la procédure judiciaire qui a suivi. L'attitude de Hartwell changea sensiblement à cette question. Là où auparavant il était simplement curieux, il semblait maintenant sur ses gardes, voire mal à l'aise. « Je crains que mes souvenirs d'événements aussi lointains soient plutôt vagues, Monsieur Holmes. La mort de Madame Blackwood fut une tragédie, certes, mais les formalités juridiques ont été gérées par d'autres cabinets. » « D'autres cabinets ?» insista doucement Holmes. « Pas celui de votre associé, Monsieur Morrison. Il paraît qu'il est spécialisé dans les affaires matrimoniales. » « Morrison n'était pas encore associé à part entière à l'époque, » répondit Hartwell d'un ton nettement plus froid. « Et comme je l'ai dit, nous n'étions pas impliqués dans cette affaire. » Holmes hocha la tête comme s'il acceptait cette explication, mais je voyais à son expression qu'il était loin d'être satisfait. « Je me demande, Monsieur Hartwell, s'il serait possible de parler à Monsieur Morrison. Il paraît qu'il travaille dans votre cabinet depuis de nombreuses années, et qu'il se souvient peut-être de détails oubliés. » « J'ai bien peur que ce soit impossible, » s'empressa de dire Hartwell. « Morrison est indisposé actuellement. Il est malade depuis quelques semaines et ne reçoit pas de visite. Rien de grave, j'espère. »« Un état nerveux, » répondit Hartwell, évitant le regard perçant de Holmes. « Les pressions de la profession, vous comprenez. Son médecin lui a prescrit un repos complet et un isolement complet. » Holmes exprima une inquiétude légitime pour la santé de M. Morrison, mais je voyais bien que cette information n'avait fait qu'accroître son intérêt pour l'associé junior. Après quelques minutes de conversation polie, durant lesquelles Hartwell ne dit rien de plus significatif, nous prîmes congé. De retour sur le trottoir de Paternoster Row, l'attitude de Holmes changea immédiatement. Le masque poli qu'il portait lors de notre entretien disparut, remplacé par l'intensité vive du chasseur qui a flairé sa proie. « Très instructif, Watson, » dit-il tandis que nous retournions lentement vers les bureaux de Blackwood. « Monsieur Hartwell en sait bien plus sur les circonstances de la mort d'Eleanor Blackwood qu'il ne veut bien l'admettre. Avez-vous observé sa réaction lorsque j'ai mentionné la spécialisation de Morrison en droit matrimonial ? » « Il semblait visiblement mal à l'aise. » ai-je acquiescé. Et son explication de l'absence de Morrison m'a semblé plutôt pertinente. En effet, un état nerveux exigeant un isolement complet, tout à fait approprié pour un homme susceptible de détenir des informations gênantes sur des événements survenus 15 ans plus tôt. Holmes s'arrêta près de l'entrée du numéro 12 et leva les yeux vers les fenêtres des bureaux d'avocats. « Je commence à soupçonner, Watson, que notre mystérieuse dactylo n'est pas la seule personne liée à Hartwell & Company à cacher des secrets sur la famille Blackwood. Tu penses que Morrison sait quelque chose sur la mort de Madame Blackwood ? » « Je pense, mon cher ami, que Morrison a pu être impliqué dans les poursuites judiciaires qui ont suivi ce décès, des poursuites qui ont été résolues discrètement, sans que personne ne les voie à l'œil. Et je pense que son état de nervosité actuel pourrait être lié à la crainte que ces secrets longtemps enfouis soient sur le point d'être révélés. » Holmes sortit sa montre et la consulta pensivement. « Il est maintenant 10h30, Watson. Je suggère que nous rendions une nouvelle visite à notre client, M. Blackwood. Il est temps de lui poser des questions plus précises sur les circonstances du décès de sa femme. » En montant les escaliers menant au bureau de Blackwood, je repensais aux révélations de la matinée. La photo de ce qui semblait être le mariage de Morrison, les manières évasives de l'associé principal, l'indisposition opportune de l'associé junior. Tous ces éléments semblaient indiquer une conspiration du silence qui durait depuis une quinzaine d'années. Nous avons trouvé Blackwood dans son bureau privé, entouré de manuscrits et d'épreuves, mais son apparence hagarde indiquait clairement qu'il avait peu dormi depuis notre dernière rencontre. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il a posé son travail et s'est levé pour nous accueillir. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, » dit-il d'une voix rauque de fatigue. « J'espère que votre enquête d'hier soir a été fructueuse. Avez-vous résolu le mystère de ma machine à écrire hantée ? Nous avons fait des progrès considérables, » répondit Holmes en s'installant dans le fauteuil en face du bureau de Blackwood. « La machine n'est pas hantée, Monsieur Blackwood, mais elle est certainement manipulée par quelqu'un qui connaît intimement les affaires privées de votre famille. »
Le visage de Blackwood pâlit. « Tu veux dire que quelqu'un est entré dans mon immeuble? Quelqu'un de réel, pas surnaturel. Très réel, en effet. Une femme d'une trentaine d'années, experte en dactylographie et possédant une connaissance approfondie de la mort de votre défunte épouse. » Holmes se pencha en avant, ses yeux gris fixés sur le visage de Blackwood. « Ce qui m'amène à une question que j'aurais dû poser hier, monsieur Blackwood. Dites-moi, avec vos propres mots, comment Eleanor est morte ?» L'effet de cette question sur notre client fut dramatique. Il sembla se recroqueviller sur sa chaise, le visage blême, les mains agrippées aux accoudoirs jusqu'à en blanchir les jointures. Pendant un long moment, il resta silencieux, son regard allant de Holmes à moi, comme s'il cherchait une issue. C'est-à-dire, commença-t-il puis s'interrompit, déglutissant difficilement. La mort d'Eleanor était un accident, monsieur Holmes. Un terrible et tragique accident. Quel genre d'accident? Elle est tombée, murmura Blackwood, dans les escaliers de notre maison de Bloomsbury. Il était tard. Elle portait une lampe et, d'une manière ou d'une autre, elle a perdu l'équilibre. La lampe s'est brisée. Un incendie s'est déclaré. Le temps que j'appelle à l'aide, il était trop tard. Holmes hocha lentement la tête. « Et vous étiez où quand c'est arrivé ?»« Dans mon bureau, travaillant tard sur un manuscrit. J'ai entendu le fracas, le cri. » La voix de Blackwood se brisa. « Je n'oublierai jamais ce bruit de toute ma vie. » L'enquête a rendu un verdict de mort accidentelle? Oui, après une brève audition. Il n'y avait aucune circonstance suspecte, vous comprenez? Eleanor était en mauvaise santé. Il lui arrivait de marcher pendant son sommeil. Sa voix s'interrompit, incapable de continuer. Holmes se leva de sa chaise et commença à arpenter la pièce comme à son habitude. « Monsieur Blackwood, je dois vous poser une question qui peut paraître impertinente, mais qui est essentielle à notre enquête. Votre mariage avec Eleanor était-il heureux? » Le visage de Blackwood s'empourpra sous l'effet d'une colère soudaine. « Comment osez-vous, monsieur? Eleanor était la plus belle femme qui ait jamais vécu. Je l'aimais profondément, et elle m'aimait. Notre mariage était tout ce qu'une telle union devait être. »« Pardonnez-moi, » dit Holmes d'un ton doux, « mais je devais vous le demander. Voyez-vous, les messages qui apparaissent sur votre machine à écrire suggèrent que quelqu'un croit que la mort de votre femme n'est pas accidentelle. Quelqu'un qui est suffisamment convaincu par cette affaire pour se donner beaucoup de mal pour la porter à l'attention du public. »« Mais c'est impossible, » protesta Blackwood. « La mort d'Eleanor a fait l'objet d'une enquête approfondie. Le coroner, la police et même les enquêteurs des assurances ont tous conclu à un accident tragique, rien de plus. » « Des enquêteurs d'assurance ?» Holmes s'arrêta de marcher. « Votre femme était assurée ?»« Bien sûr. Nous avions tous les deux une assurance, comme tout couple prudent. Celle d'Eleanor était conséquente, 5000 livres, si je me souviens bien. Mais l'obligation de la compagnie d'assurance de payer n'a jamais été remise en question. Holmes et moi avons échangé un regard. Une importante police d'assurance vie constituait exactement le motif susceptible de faire naître des rumeurs de meurtre, surtout si le décès survenait dans des circonstances pouvant être interprétées comme suspectes. « Monsieur Blackwood, » dit Holmes d'une voix calme, « je crois que quelqu'un a passé les 15 dernières années à être convaincu que vous aviez assassiné votre femme pour l'argent de son assurance. Quelqu'un qui était peut-être proche d'Eleanor, qui la connaissait suffisamment pour douter de l'explication officielle de sa mort. » Le visage de notre client passa du pâle au gris. « C'est monstrueux, monsieur Holmes. Absolument monstrueux. Qui pourrait nourrir de telles pensées? C'est précisément ce que nous cherchons à découvrir, monsieur Blackwood. » Holmes s'approcha de la fenêtre et observa les bureaux de Hartwell et compagnie. « Mais je soupçonne que lorsque nous aurons identifié notre dactylo de nuit, nous découvrirons qu'elle a des raisons très personnelles de croire qu'Eleanor Blackwood a été assassinée. » Alors que nous nous apprêtions à partir, Holmes s'arrêta à la porte et se tourna vers notre client inquiet. « Une dernière question, monsieur Blackwood. Votre fils Marcus, qui est séparé de vous, quel âge avait-il au moment du décès de sa mère? »« 15 ans, » répondit Blackwood sans hésiter. Il n'avait que 15 ans. « Et sa réaction à sa mort ?» L'expression de Blackwood devint troublée. Il était dévasté, naturellement.
Mais il y avait autre chose, de la colère, une accusation dans son regard quand il me regardait. Je pensais que c'était simplement le ressentiment naturel d'un garçon qui avait perdu sa mère. Mais maintenant, il secoua la tête tristement. J'avais peut-être tort. Alors que nous descendions l'escalier du bureau de Blackwood, Holmes resta silencieux et pensif. Ce n'est qu'une fois arrivé dans la rue qu'il prit la parole, et ces mots me firent froid dans le dos. « Watson, » dit-il doucement, « je commence à soupçonner que nous n'avons pas affaire à de simples accusations de meurtre, mais à une campagne de vengeance préparée depuis 15 ans. Quelqu'un a patiemment attendu le bon moment pour s'en prendre à Cornelius Blackwood, et je crains que ces mystérieux messages ne soient qu'un début. » Le brouillard se levait sur Paternoster Row, mais j'avais l'impression que nous commencions seulement à percer les mystères profonds qui enveloppaient cette affaire extraordinaire. Quelque part dans le dédale des rues londoniennes, une femme connaissant intimement les secrets de la famille Blackwood préparait son prochain coup dans ce qui semblait être un jeu du chat et de la souris complexe. Et au centre de tout cela se trouvait la question qui déterminerait si Cornelius Blackwood était une victime ou un méchant. Eleanor Blackwood était-elle vraiment morte par accident, ou avait-elle été assassinée par le mari qui prétendait désormais pleurer sa mémoire? Chapitre 5. Le poids de la preuve. Le reste de la matinée trouva Holmes dans un état d'intense activité mentale que j'avais appris à reconnaître comme le prélude à une avancée significative. Dès notre retour à Baker Street, il entreprit immédiatement d'envoyer une série de télégrammes à divers contacts dans tout Londres. Enquêteurs d'assurance, greffiers du coroner et fonctionnaires de Somerset House, dont l'accès aux archives publiques pourrait s'avérer précieux pour notre enquête. « Les pièces du puzzle commencent à se former, Watson, » dit-il en scellant le dernier télégramme. « Mais comme un puzzle vu sous un faible éclairage, le tableau complet reste terriblement obscur. Nous avons besoin de davantage de faits, des faits concrets et vérifiables qui ne peuvent être écartés comme des spéculations ou des coïncidences. » Je m'étais installé dans mon fauteuil, lisant le journal du matin, mais la concentration était impossible face aux révélations dramatiques des dernières 24 heures. « Holmes, » ai-je demandé en mettant de côté le Times, « croyez-vous vraiment que Blackwood a assassiné sa femme ?» Holmes marqua une pause et me fixa d'un de ses regards pénétrants. « C'est précisément, mon cher Watson, la mauvaise question à poser à ce stade de notre enquête. J'ai peur de ne pas comprendre. La question n'est pas de savoir si Blackwood a commis un meurtre, mais si quelqu'un a des raisons impérieuses de le croire. Notre mystérieuse dactylo n'agit pas par simple soupçon ou intuition féminine. Sa campagne est trop méthodique, trop soigneusement planifiée. Elle possède des connaissances précises qui l'ont convaincue de la culpabilité de Blackwood. Mais si elle a de telles preuves, pourquoi ne pas les porter à la police? Pourquoi recourir à cette mascarade élaborée avec la machine à écrire? Holmes reprit son chemin, les mains jointes dans le dos. Plusieurs possibilités s'offrent à lui. Peut-être que les preuves sont indirectes et ne satisferaient pas un tribunal. Peut-être ont-elles été obtenues par des moyens illicites. Ou peut-être, il marqua une pause significative. Craint-elle que les canaux officiels ne se révèlent peu fiables si des intérêts puissants sont en jeu? Avant que je puisse répondre à cette suggestion dérangeante, Madame Hudson est apparue à notre porte, portant un plateau d'argent chargé de courrier. « Le courrier du matin, monsieur Holmes, » a-t-elle annoncé, « et un jeune homme demandant à vous voir de toute urgence. Il dit s'appeler Marcus Blackwood. » Holmes haussa brusquement les sourcils. « Vraiment ? Alors, Madame Hudson, faites venir monsieur Blackwood immédiatement. Watson, il semble que l'affaire nous soit parvenue. » Quelques instants plus tard, nous fûmes rejoints par un jeune homme dont l'allure et les traits trahissaient immédiatement sa parenté avec notre client. Marcus Blackwood possédait la silhouette élancée et les traits anguleux de son père. Mais là où l'aîné Blackwood dégageait une certaine respectabilité et une certaine prospérité, le fils paraissait hagard et usé par les voyages, ses vêtements froissés et ses cheveux noirs en bataille, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Monsieur Holmes, » dit-il sans préambule, sa voix légèrement accentuée par ses années passées à l'étranger, « je suis venu à Londres à cause des messages. Je suis au courant pour la machine à écrire,
pour les accusations portées contre mon père. Je ne peux plus me taire. » Holmes fit un geste vers une chaise, mais Marcus resta debout, les mains serrées à ses côtés, les yeux brûlants d'une intensité presque douloureuse à voir. « Vous avez fait un long voyage pour nous rejoindre, monsieur Blackwood, » observa Holmes. « Du continent, je dirais, vu la coupe de votre manteau et le style continental de vos bottes. De France, peut-être ? » ?»« Paris, » confirma Marcus. « J'y vis depuis 3 ans, essayant de m'établir comme écrivain. Mais hier, j'ai reçu un télégramme d'un vieil ami de Londres, me racontant les étranges événements survenus dans les bureaux de mon père. J'ai pris le premier bateau-train. Et qu'est-ce qui vous amène à nous, plutôt qu'à votre père directement ?» Le visage de Marcus se déforma de douleur. « Parce que je ne peux pas l'affronter, monsieur Holmes. Pas encore. Pas avant de connaître la vérité sur la mort de ma mère. » Holmes se pencha en avant, vivement intéressé. « Vous avez des doutes sur le verdict officiel de mort accidentelle ? » « J'ai des doutes depuis 15 ans, » répondit Marcus d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'étais là cette nuit-là, monsieur Holmes. J'ai entendu, vu des choses qui me hantent depuis. »« Veuillez vous asseoir, » dit doucement Holmes, « et dites-nous tout ce dont vous vous souvenez. » Marcus accepta finalement la chaise qu'on lui offrait, mais il s'assit sur son bord, prêt à fuir à tout moment. « C'était le 15 octobre 1879, » commença-t-il. « Je me souviens de cette date, car c'était la veille de l'anniversaire de ma mère. Elle était mélancolique depuis des semaines. Elle n'était plus du tout elle-même. Elle et mon père avaient eu des discussions animées, pas des disputes précisément, mais des conversations intenses à huis clos qui cessaient brusquement à mon apparition. Connaissez-vous le sujet de ces discussions ? L'argent, je crois. L'entreprise de mon père était en difficulté à cette époque. Il avait investi massivement dans plusieurs projets littéraires qui n'avaient pas trouvé de public. Il y avait des factures, des créanciers qui appelaient à toute heure. J'ai entendu ma mère parler plusieurs fois de son héritage, et aussi d'assurance. Holmes et moi avons échangé un regard. C'était précisément le genre de détail qui pouvait expliquer les circonstances suspectes entourant la mort d'Eleanor Blackwood. « Continuez, » encouragea Holmes. Ce soir-là, mon père prétendit travailler tard dans son bureau, comme à son habitude. Mais je n'arrivais pas à dormir. J'étais impatient de fêter l'anniversaire de ma mère le lendemain, et je l'entendis quitter la maison peu après 11 heures. Quitter la maison ? La voix de Holmes s'aiguisa. « Vous en êtes certain ? » »« Absolument certain. J'ai reconnu le bruit de la porte d'entrée qui se fermait, et je me suis approché de ma chambre juste à temps pour le voir marcher rapidement dans la rue. Il est revenu environ 1 heure plus tard, entrant très discrètement, comme pour ne réveiller personne. « Et ta mère ?» La voix de Marcus se brisa légèrement. Je l'ai entendue s'agiter dans sa chambre après le retour de son père. Elle semblait agitée, fébrile. Puis, vers minuit, j'ai entendu des voix, mes parents qui parlaient à voix basse et pressante. Je n'ai pas pu distinguer les mots, mais il y avait quelque chose d'effrayant dans le ton. Il marqua une pause, luttant pour se ressaisir avant de poursuivre. J'entendis ensuite le fracas, un bruit terrible de verre brisé et de bois qui s'ébranlait. Puis ma mère hurla, juste un cri, et puis le silence. « Et la réaction de ton père ?» Il a crié son nom et est sorti en courant de son bureau. Mais voici ce qui m'a troublé toutes ces années, monsieur Holmes. J'ai entendu la porte de son bureau s'ouvrir et se fermer. S'il était dans le bureau quand maman est tombée, pourquoi aurait-il eu besoin d'ouvrir la porte ? Elle était déjà ouverte quand j'ai entendu les voix plus tôt. Holmes était maintenant assis en avant, concentré. Excellente observation, Marcus. Que s'est-il passé ensuite ? Père m'a envoyé appeler le médecin et les pompiers pendant qu'il essayait d'aider maman. Mais c'était trop tard. L'huile de la lampe avait enflammé sa chemise de nuit et les flammes s'étaient propagées trop vite. Elle n'a eu conscience que quelques instants, le temps de murmurer à son père quelque chose que je n'ai pas entendu. Et l'enquête qui a suivi ? L'expression de Marcus devint amère. Au mieux, superficielle. Le coroner semblait satisfait de l'explication du père selon laquelle la mère était somnambule et avait perdu pied dans l'escalier.
Il n'a pas été fait mention du départ du père plus tôt dans la soirée, ni d'une enquête sur la nature de leur conversation nocturne. Avez-vous informé les autorités de ce que vous aviez observé? J'ai essayé, dit Marcus, la voix emplie d'angoisse. Mais je n'avais que 15 ans, monsieur Holmes, et personne n'était enclin à croire un garçon en deuil plutôt qu'un homme d'affaires respecté. L'avocat de mon père, un certain Morrison, je crois, assurait à tout le monde que de tels témoignages d'enfants traumatisés étaient notoirement peu fiables. La mention du nom de Morrison m'a fait ressentir un frisson de reconnaissance, et j'ai pu voir à l'expression de Holmes qu'il avait également noté le lien. Ce monsieur Morrison, dit prudemment Holmes, a-t-il représenté votre père dans toutes les affaires juridiques entourant la mort de votre mère? En effet, il semblait remarquablement bien préparé à une telle épreuve, comme s'il avait anticipé la nécessité de ses services. Marcus leva vers Holmes un regard désespéré. Monsieur Holmes, j'ai passé 3 ans en exil, essayant de me convaincre que j'avais tort, que mes soupçons étaient le fruit du chagrin et de la confusion. Mais ces messages qui apparaissent là sur la machine à écrire de mon père suggèrent que quelqu'un d'autre partage mes doutes. Holmes se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant la rue animée en contrebas. « Marcus, dit-il sans se retourner, pendant les semaines précédant la mort de votre mère, alors qu'elle semblait mélancolique et que vous entendiez des discussions sur l'argent, avez-vous jamais entendu parler d'une somme précise? Peut-être en rapport avec une assurance. » « Oui, » répondit immédiatement Marcus. 5000 livres. Je m'en souviens parce que c'était une somme énorme, plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse en posséder. Et après la mort de votre mère, la situation financière de votre père s'est-elle améliorée? Marcus hocha la tête d'un air sombre. De façon spectaculaire. En quelques mois, il avait réglé toutes ses dettes, développé son entreprise et emménagé dans des locaux plus luxueux. Il attribuait cela à quelques succès d'édition, mais je me suis toujours demandé... Holmes se détourna de la fenêtre, le visage grave. « Marcus, il y a quelque chose que tu dois savoir. Nous avons des raisons de croire que la personne responsable de ces mystérieux messages est Madame Margaret Morrison, l'épouse de l'ancien avocat de ton père. » L'effet de cette révélation sur Marcus fut électrique. Il bondit de sa chaise, le visage rouge d'excitation. Margaret Morrison, mais je la connaissais. Elle travaillait au cabinet d'avocat avant son mariage. Margaret Hartwell, comme elle s'appelait alors. Elle était toujours gentille avec moi quand mon père m'emmenait au cabinet pour affaires. Tu te souviens bien d'elle? Très bien, en effet. Elle avait peut-être 18 ou 19 ans à l'époque, les cheveux noirs et le regard intelligent. Plus important encore, monsieur Holmes, c'était une amie de ma mère. Cette information frappa Holmes comme un éclair. Un ami? Vous en êtes certain? Absolument. Margaret venait souvent chez nous le soir, et elle et ma mère passaient des heures à discuter. Elle semblait partager une intimité particulière, le genre d'amitié qui existe entre femmes qui se comprennent parfaitement. Holmes se remit à faire les 100 pas, l'esprit s'emballant face aux implications de cette nouvelle information. Alors Margaret Morrison aurait pu connaître des détails intimes sur le mariage de vos parents, leurs difficultés financières, et peut-être même leurs conversations privées. Bien sûr, confirma Marcus. Et il y a autre chose, monsieur Holmes. Dans les semaines précédant la mort de ma mère, j'ai remarqué que Margaret semblait de plus en plus troublée lorsqu'elle venait chez nous. Elle regardait ma mère avec une telle inquiétude, et un jour je l'ai entendue la supplier de faire attention et de penser à Marcus. Comme si elle craignait un danger. Exactement. Et après la mort de ma mère, les visites de Margaret à la maison ont complètement cessé. Quand je l'ai rencontrée chez le notaire quelques mois plus tard, elle avait du mal à me parler. Elle semblait rongée par la culpabilité, comme si elle s'en voulait de ne pas avoir empêché ce qui était arrivé. Holmes s'arrêta et fixa Marcus d'un regard intense. « Vous avez dit que votre mère avait murmuré quelque chose à votre père avant de mourir. Avez-vous perçu ces paroles, même si vous ne les entendiez pas distinctement ?» Marcus réfléchit attentivement à la question. Le ton était accusateur, pensai-je, comme si elle le confrontait à une terrible vérité. La réaction de son père fut celle du choc et du déni. Il secouait la tête et répétait sans cesse « Non, non, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. »
Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, répéta Holmes pensivement. Ce ne sont pas les paroles d'un témoin d'un accident, mais celles de quelqu'un dont les plans avaient dérapé. Le silence se fit dans la salle tandis que nous examinions le poids du témoignage de Marcus. Ces preuves dressaient un tableau bien différent de la mort d'Eleanor Blackwood. Non pas un accident tragique, mais peut-être un meurtre soigneusement planifié qui avait mal tourné. « Monsieur Holmes, dit doucement Marcus, je dois vous demander directement, croyez-vous que mon père a tué ma mère ?» Holmes resta silencieux un long moment, ses yeux pâles fixés sur un point lointain au-delà des fenêtres de notre salon. Lorsqu'il parla enfin, sa voix exprimait une profonde réflexion. « Je crois, Marcus, que votre père a été impliqué dans les circonstances qui ont conduit à la mort de votre mère. Reste à déterminer si ces circonstances constituent un meurtre au sens juridique du terme. Mais je suis de plus en plus convaincu que Margaret Morrison possède des preuves qui pourraient résoudre définitivement l'affaire. « Alors, il faut la retrouver, » dit Marcus en se levant de sa chaise avec une détermination soudaine. « Il faut la contraindre à révéler ce qu'elle sait. »« Certes, nous le devons, » acquiesça Holmes, « mais je soupçonne que Madame Morrison se prépare à révéler ses preuves au moment et à la manière qui lui conviennent. Notre tâche est de veiller à ce que, lorsqu'elle le fera, nous soyons prêts à distinguer la vérité de la vengeance, la justice du simple châtiment. » Alors que Marcus s'apprêtait à prendre congé, il avait réservé un logement dans un hôtel modeste près de Russell Square. Holmes le retint avec une dernière question. « Marcus, pendant votre exil à Paris, avez-vous entretenu une correspondance avec quelqu'un à Londres qui aurait pu informer Madame Morrison de votre localisation ?»« Une seule personne, » répondit Marcus. « Un ancien camarade de classe nommé Robert Ashford, qui travaille comme employé à la Banque d'Angleterre. Nous avons échangé des lettres régulièrement ces 3 dernières années. Et ce monsieur Ashford aurait-il pu être en contact avec Madame Morrison ?» Marcus parut perplexe. « Je ne comprends pas pourquoi. » Ils évoluaient dans des milieux sociaux très différents. Mais l'expression de Holmes suggérait qu'il élaborait déjà des théories sur la manière dont l'information avait pu circuler entre ces différentes parties. Alors que la porte se refermait derrière Marcus, mon ami se tourna vers moi avec une expression de satisfaction sinistre. « Le web devient plus complexe à chaque révélation, Watson. Nous avons maintenant un fils en deuil qui a été témoin d'événements qui contredisent la version officielle, un ami de la famille qui a pressenti un danger et a peut-être tenté de l'éviter, et un avocat qui semblait remarquablement bien préparé aux complications juridiques qui allèrent suivre la mort d'Eleanor Blackwood. Il semble bien qu'il s'agisse d'un meurtre plutôt que d'un accident. Ai-je convenu? Mais pouvons-nous le prouver après 15 ans? » Holmes sourit, une expression froide et prédatrice que j'avais appris à associer à ses humeurs les plus dangereuses. « Nous n'avons peut-être pas besoin de le prouver, Watson. Si je ne me trompe pas dans mon évaluation de Madame Margaret Morrison, elle recueille des preuves depuis 15 ans et est maintenant prête à les présenter de la manière la plus spectaculaire possible. » Il s'installa à son bureau et commença à rédiger ce qui semblait être un autre télégramme. « Ce soir, mon cher ami, nous retournerons à Paternoster Row pour ce qui, je crois, sera le dernier acte de ce drame longtemps retardé. Madame Morrison s'apprête à une révélation décisive, et je soupçonne que ce soir, ses plans se concrétiseront. » Tandis que je regardais Holmes penché sur sa correspondance, son profil net se découpant dans la lumière de la lampe, j'éprouvais l'excitation familière qui marquait l'approche de la solution à l'une de ces affaires les plus complexes. Mais sous cette excitation se cachait un malaise plus profond, car je pressentais que la vérité que nous allions découvrir se révélerait plus terrible que nous ne l'avions jamais imaginé. L'affaire de la machine à écrire qui murmurait approchait de son dénouement, et je craignais qu'avant qu'elle ne soit terminée, plus d'une vie ne soit changée à jamais par les secrets qui étaient sur le point d'être révélés. Chapitre 6. Le filet se ferme. L'après-midi apporta une série de réponses télégraphiques aux questions matinales de Holmes, chaque message ajoutant un fil conducteur au réseau de plus en plus complexe de preuves entourant la mort d'Eleanor Blackwood. À mesure que mon ami lisait chaque communication, son expression se faisait plus grave, et je pouvais voir les signes familiers de son esprit organisant des faits disparates
en un schéma cohérent. « Très éclairant, Watson, » dit-il en mettant de côté le dernier télégramme. « Le rapport de l'enquêteur des assurances est une lecture particulièrement intéressante. Il semble que la London Mutual Life Assurance Company ait d'abord hésité à indemniser Madame Blackwood. J'ai levé les yeux de mon journal médical avec un vif intérêt. Pour quelle raison ? Les préoccupations habituelles lorsqu'une somme importante est en jeu, le moment de la souscription de la police, les circonstances du décès, les avantages financiers pour le conjoint survivant. Cependant, leur enquête a apparemment été apaisée par le témoignage d'un témoin qui a fourni des éléments cruciaux sur l'état d'esprit de Madame Blackwood dans les semaines précédant son décès. Et ce témoin l'était ? Le sourire de Holmes était fin et entendu. Un certain James Morrison, avocat, a témoigné que Madame Blackwood l'avait consulté en privé au sujet des difficultés financières de son mari et avait exprimé son inquiétude pour sa propre sécurité si leur créancier venait à désespérer. Les implications de cette révélation m'ont immédiatement frappé. Mais si Morrison représentait les intérêts de Blackwood, un tel témoignage constituerait-il un conflit d'éthique professionnelle ? Certainement, Watson, à moins bien sûr que Morrison ne serve d'autres intérêts que ceux de son prétendu client. Holmes se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, les mains jointes dans le dos. Examinons la suite des événements. Elinor Blackwood décède dans des circonstances suspectes. L'enquête du coroner conclut à une mort accidentelle, malgré le témoignage de son fils qui contredit la version officielle. La compagnie d'assurance hésite d'abord à payer, mais se laisse convaincre par le témoignage de Morrison, qui dépeint Eleanor comme une femme craignant pour sa vie face au désespoir financier de son mari. Vous suggérez que Morrison a délibérément fourni un témoignage qui étayerait la demande d'assurance tout en jetant simultanément des soupçons sur Blackwood ? Je suggère, mon cher ami, que Morrison jouait peut-être un jeu bien plus complexe qu'on ne l'imaginait à l'époque. En veillant à ce que l'argent de l'assurance soit versé rapidement, il a garanti le rétablissement financier de Blackwood, laissant ainsi croire que l'éditeur avait bel et bien profité de la mort de sa femme. Holmes se détourna de la fenêtre, ses yeux gris brillant de l'intensité qui caractérisait ses plus grandes prouesses déductives. Et si la véritable loyauté de Morrison était ailleurs ? Et si sa principale préoccupation n'était pas de protéger Blackwood, mais de s'assurer que les preuves de sa culpabilité soient préservées pour une utilisation ultérieure ? Avant que je puisse réagir à cette théorie surprenante, Madame Hudson est apparue à notre porte, annonçant qu'une dame souhaitait voir Holmes pour une affaire de la plus haute urgence. Elle lui a tendu une carte de visite, et j'ai vu ses sourcils se lever en lisant le nom inscrit dessus. « Madame Margaret Morrison », dit-il doucement. « Il semble que notre proie ait décidé de rejoindre les chasseurs. Signalez-la immédiatement, Madame Hudson. » En quelques instants, nous nous retrouvâmes face à face avec la femme dont les activités nocturnes avaient déclenché toute cette enquête. Dans la clarté de l'après-midi, Margaret Morrison paraissait plus âgée que lors de notre bref aperçu dans la salle de dactylographie, mais son regard sombre et intelligent et son attitude déterminée la distinguaient sans équivoque d'une femme de caractère. Elle était vêtue d'un habit de veuve, d'un noir profond de la tête aux pieds, et se tenait avec la dignité de celle qui a enduré de grandes souffrances sans se laisser briser. Lorsqu'elle parlait, sa voix portait le ton cultivé d'une femme instruite et raffinée. « Monsieur Holmes, docteur Watson, » dit-elle en inclinant gracieusement la tête, « je suis venu me confesser. » Holmes fit un geste vers une chaise, mais comme Marcus Blackwood avant elle, elle resta debout, les mains jointes fermement devant elle, comme pour maintenir son sang-froid par la seule force de sa volonté. « Je suis responsable des messages qui apparaissent sur la machine à écrire de M. Blackwood, » poursuivit-elle. « J'ai passé les 2 dernières semaines à tenter de l'effrayer pour qu'il avoue la vérité sur la mort de ma chère amie Eleanor. Je réalise maintenant que ces méthodes étaient à la fois vaines et indignes de la dignité que mérite la mémoire d'Eleanor. « Veuillez vous asseoir, Madame Morrison, » dit Holmes doucement, « et racontez-nous toute l'histoire. Nous en savons déjà beaucoup sur les circonstances de la mort de Madame Blackwood, mais il y a des lacunes dans nos connaissances que vous seul pouvez combler. » Margaret Morrison accepta finalement la chaise offerte,
bien qu'elle s'assit sur le bord avec la même nervosité qui avait caractérisé la visite de Marcus Blackwood. « Par où commencer, monsieur Holmes ? Par l'amitié d'Éléonore, par mon mariage avec l'homme qui a contribué à dissimuler la vérité, ou par les terribles événements de cette nuit d'octobre, il y a 15 ans. » « Commencez là où vous vous sentez le plus à l'aise, » répondit Holmes. « Nous avons le temps d'entendre le récit complet. » Madame Morrison ferma les yeux un instant comme pour reprendre des forces face à l'épreuve qui l'attendait. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix exprimait le poids d'émotions longtemps contenues. « Eleanor Hartwell, comme on l'appelait avant son mariage, était ma meilleure amie d'enfance. Nous avons fréquenté la même académie, partagé les mêmes rêves et aspirations, et lorsqu'elle a épousé Cornelius Blackwood, j'étais sa demoiselle d'honneur. Lorsque mon père s'est associé à James Morrison, Eleanor a insisté pour que je sois embauché dans leur bureau, à la fois pour me garantir mon indépendance et pour que nous puissions rester proches malgré son mariage. Vous étiez au courant des difficultés financières des Blackwood ? Intimement consciente. Eleanor m'a tout confié. Les tentatives de plus en plus désespérées de son mari pour sauver ses entreprises d'édition, les dettes qui s'accumulaient, la pression des créanciers. Mais il y avait autre chose, monsieur Holmes, quelque chose qui la terrifiait durant ces dernières semaines. Ça, c'était quoi ? Les mains de madame Morrison se crispèrent sur ses genoux. Cornelius avait commencé à la presser de signer des documents juridiques qui lui auraient sonné un contrôle total sur l'héritage qu'elle avait reçu de son père. L'argent d'Éléonore était détenu en fiducie, voyez-vous, par son père pour protéger ses intérêts. Mais Cornelius avait découvert une clause dans la fiducie qui lui permettrait d'accéder au capital si Éléonore y consentait par écrit. Holmes se pencha en avant, vivement intéressé. Et madame Blackwood était réticente à donner son consentement. Plus que réticente, elle était terrifiée par les agissements de Cornelius s'il prenait le contrôle de sa fortune. Elle avait découvert que ses dettes étaient bien plus importantes qu'il ne l'avait admis, et elle craignait que tout son héritage ne soit englouti en quelques mois. La voix de madame Morrison se brisa légèrement. Elle est venue me voir mi-septembre, 3 semaines avant sa mort, pour me demander conseil sur la manière de se protéger et de protéger le jeune Marcus. Quel conseil avez-vous donné ? Je l'ai encouragé à consulter mon mari, James Morrison, en privé, sans que Cornelius en soit informé. James avait de l'expérience en droit matrimonial, et je pensais qu'il pourrait conseiller Eleanor sur ses options juridiques. L'expression de Holmes était devenue de plus en plus grave à mesure que l'histoire de madame Morrison se déroulait. Et a-t-elle suivi vos conseils ? Elle l'a fait. Eleanor a rencontré James en secret le 10 octobre, 5 jours avant sa mort. À son retour, elle semblait à la fois soulagée et terrifiée. Elle m'a dit que James avait accepté de l'aider, mais que la solution qu'il proposait était extrême. De quelle manière extrême ? Madame Morrison se leva et s'approcha de la fenêtre, le dos tourné, comme si elle ne supportait pas nos réactions face à ce qu'elle s'apprêtait à révéler. James avait découvert que Cornelius avait déjà contrefait la signature d'Eleanor sur plusieurs documents. Des documents financiers mineurs qui établiraient un modèle de son consentement supposé à sa gestion de ses affaires. Il prévint Eleanor que ce n'était qu'une question de temps, avant que Cornelius ne tente quelque chose de plus grave, peut-être même de mettre sa vie en danger s'il était suffisamment désespéré. La pièce devint silencieuse tandis que les implications de cette révélation s'imposaient. Le visage de Holmes était un masque de concentration, tandis que je ressentais un frisson d'horreur à ce que madame Morrison semblait suggérer. James a proposé qu'Eleanor paraisse acquiescer aux exigences de Cornelius, tout en documentant secrètement ses activités frauduleuses. A-t-elle poursuivi, toujours en nous tournant le dos. Le plan prévoyait qu'Eleanor signe les documents de fiducie, mais de telle manière qu'il soit ultérieurement prouvé que les signatures avaient été obtenues sous la contrainte. Un jeu dangereux, observa Holmes tranquillement. Un danger mortel, comme cela s'est avéré. Madame Morrison se retourna vers nous, les yeux brillants de larmes retenues. Éléonore devait rencontrer Cornelius le soir du 15 octobre pour signer les documents définitifs. James avait tout préparé. Témoins cachés, preuves photographiques des fausses signatures, et même un sténographe dissimulé dans une pièce adjacente pour enregistrer la conversation.
Mais quelque chose s'est mal passé. Tout a mal tourné. Madame Morrison perdit enfin son sang-froid et se laissa retomber sur sa chaise, le visage couvert de ses mains. Eleanor a changé d'avis au dernier moment. Lorsque Cornelius lui a présenté les documents à signer, elle a refusé. Plus que refusé, elle l'a confronté aux preuves de ses précédents faux et a menacé de le dénoncer aux autorités. Holmes avait commencé à faire les 100 pas, son esprit s'emballant pour assimiler cette nouvelle information. Et la réponse de Cornelius ? D'après la transcription sténotypée, que James a conservée toutes ces années, Cornelius est entré dans une colère noire. Il a accusé Éléonore de l'avoir trahi, de conspirer avec ses ennemis pour le détruire. La dispute est devenue physique, et dans la lutte, la voix de Madame Morrison s'est éteinte. Éléonore a été poussée dans les escaliers. Le sténographe entendit le bruit d'une violente altercation, puis le cri d'Éléonore, puis le silence. Lorsque James et les témoins cachés arrivèrent sur les lieux, Éléonore était déjà mourante, et Cornelius se tenait près d'elle, affirmant qu'il s'agissait d'un accident. Holmes s'arrêta et fixa Madame Morrison d'un regard intense. « Pourquoi ces preuves n'ont-elles pas été présentées aux autorités ?» Le rire de Madame Morrison était amer et dénué d'humour. « Parce que, Monsieur Holmes, mon mari s'est rendu compte qu'il s'était rendu complice de ce qui semblait être un meurtre. Son plan pour piéger Cornelius avait entraîné la mort d'Éléonore, et il craignait d'être accusé de complicité si la vérité éclatait. Il a donc choisi de cacher les preuves. Pire encore, il a choisi de devenir l'avocat de Cornelius, de gérer les procédures judiciaires après la mort d'Éléonore, de s'assurer que la version officielle de la mort accidentelle soit acceptée sans réserve. » Sa voix s'éleva, emplie d'une colère longtemps contenue. Il a trahi la mémoire d'Éléonore et la quête de justice de son fils, tout cela pour se protéger des conséquences de ses propres manigances. Holmes avait arrêté de faire les 100 pas et se tenait maintenant parfaitement immobile, ses yeux pâles fixés sur Madame Morrison avec une expression que j'avais rarement vue auparavant, un mélange d'admiration et de profonde tristesse. « Et vous vivez avec cette connaissance depuis 15 ans ? » « J'ai vécu avec la culpabilité, Monsieur Holmes. Éléonore est morte parce que je l'ai encouragée à faire confiance à mon mari, parce que je croyais que James la protégerait plutôt que de l'utiliser comme appât pour Cornelius. » Elle leva vers nous un regard empreint de 15 années d'angoisse. « Quand j'ai appris que Marcus était rentré à Londres, quand j'ai réalisé qu'il nourrissait encore des soupçons sur la mort de sa mère, j'ai su que je ne pouvais plus me taire. D'où les messages sur la machine à écrire. Je pensais que si je parvenais à effrayer Cornelius pour qu'il avoue, si je parvenais à lui faire croire que l'esprit d'Éléonore réclamait justice, peut-être finirait-il par dire la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. » Elle secoua tristement la tête. « Mais les hommes comme Cornelius Blackwood ne sont pas sujets à la culpabilité. Ils ne se souciaient que de sa réputation et de ses affaires. » Holmes s'approcha de son bureau et sortit une feuille de papier d'un tiroir. « Madame Morrison, seriez-vous disposée à fournir une déclaration écrite détaillant tout ce que vous nous avez dit? Et surtout, seriez-vous prête à produire la transcription sténotypée et toute autre preuve conservée par votre mari? » Madame Morrison se redressa sur sa chaise et pour la première fois depuis son arrivée dans nos appartements, elle sembla retrouver la force qui l'avait soutenue pendant ces années de tourments secrets. « Je le ferai, Monsieur Holmes. J'attends depuis 15 ans l'occasion de demander justice pour Éléonore. Si vous pouvez garantir que la vérité sera enfin entendue, je fournirai toutes les preuves nécessaires. Même en sachant qu'un tel témoignage impliquera votre défunt mari dans une activité criminelle grave. James est mort il y a 2 mois, Monsieur Holmes, non pas de maladie, comme le prétendait son associé, mais de ses propres mains. Le poids de sa culpabilité était devenu insupportable. Sa voix était désormais ferme, emplie d'une détermination farouche. Il m'a laissé une lettre dans laquelle il confessait tout, ainsi que toutes les preuves qu'il avait rassemblées. Il m'a imploré mon pardon et m'a demandé de faire ce qu'il n'avait pas eu le courage de faire lui-même, obtenir justice pour Éléonore Blackwood. Tandis que Madame Morrison commençait à dicter sa déclaration à Holmes, je me suis mise à réfléchir à la terrible chaîne d'événements qui avait conduit à ce moment.
la mort d'une femme, la cupidité d'un mari, la tentative mal avisée d'un avocat de rendre justice, et 15 ans de silence finalement brisés par l'amour, la culpabilité et les exigences de la conscience. Mais alors même que Holmes enregistrait soigneusement le témoignage de Madame Morrison, je sentais que notre enquête était loin d'être terminée. Quelque part à Londres, Cornelius Blackwood poursuivait sa routine quotidienne, inconscient que l'édifice de mensonges soigneusement construit autour de la mort de sa femme était sur le point de s'effondrer autour de lui. Et dans un hôtel modeste près de Russell Square, Marcus Blackwood attendait des nouvelles qui confirmeraient ses soupçons de longue date, ou le forceraient à accepter que son père était bel et bien un meurtrier. L'affaire de la machine à écrire chuchotante avait évolué bien au-delà du simple mystère des phénomènes surnaturels. Nous étions désormais confrontés à des questions de justice retardée, de preuves occultées, et au terrible prix que paie la société lorsque ceux chargés de faire respecter la loi choisissent de la pervertir pour leur propre protection. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur notre logement de Baker Street, je ne pouvais m'empêcher de penser que les révélations les plus dramatiques étaient encore à venir. Chapitre 7. Les preuves dévoilées. Les ombres du soir s'allongeaient sur Baker Street lorsque Madame Morrison quitta notre logement, emportant avec elle la promesse de Holmes que justice serait enfin rendue. Elle avait accepté de revenir le lendemain matin avec les preuves que son défunt mari avait conservées, la transcription sténotypée, la documentation photographique des signatures falsifiées et, plus accablant encore, les aveux détaillés de James Morrison, rédigés dans les semaines précédant son suicide. « Une femme remarquable, Watson », observa Holmes tandis que nous la regardions disparaître dans le crépuscule. Porter un tel fardeau de connaissances pendant 15 ans, et pourtant conserver la force nécessaire pour obtenir justice lorsque l'occasion s'est enfin présentée. Je me suis installé dans mon fauteuil, profondément mal à l'aise. Holmes, si le récit de Madame Morrison est exact, nous avons affaire non seulement à un meurtre, mais à une perversion systématique de la justice qui a permis à un tueur de prospérer pendant une quinzaine d'années. En effet, mon cher ami, et ce qui me trouble le plus, c'est de réaliser que le suicide de James Morrison n'était peut-être pas entièrement volontaire. Holmes s'installa à son bureau et commença à examiner les notes qu'il avait prises pendant la déposition de Madame Morrison. Considérez le timing. Morrison s'est donné la mort juste au moment où son partenaire commençait à montrer des signes de tension nerveuse, juste au moment où les mystérieux messages de la machine à écrire commençaient à apparaître. On pourrait presque soupçonner que quelqu'un s'inquiétait de la capacité de Morrison à garder le silence. Vous pensez que Blackwood a précipité d'une manière ou d'une autre la mort de Morrison? Je pense, Watson, que lorsque des hommes désespérés sentent leur secret menacé, ils sont capables de prendre des mesures extraordinaires pour se protéger. Holmes mit ses notes de côté et me fixa d'un de ses regards pénétrants. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le témoignage de Madame Morrison? J'ai réfléchi attentivement à la question. Le caractère prémédité du crime, assurément. Ce n'était pas un moment de passion, mais un meurtre calculé visant à accéder à l'héritage d'Eleanor. C'est vrai, mais il y a quelque chose d'encore plus significatif. Madame Morrison a mentionné que la rencontre avait été fixée au 15 octobre, la veille de l'anniversaire d'Eleanor. Pourtant, selon notre cliente, Eleanor est décédée le 15 octobre, non pas après avoir signé les documents, mais alors qu'elle marchait, soi-disant, dans son sommeil. Les implications m'ont immédiatement frappé. Vous voulez dire que la version officielle ne correspond pas à la réalité des événements? Exactement. Si Eleanor est morte lors de la confrontation avec son mari, comme le rapporte vraisemblablement la transcription sténotypée, alors la date de sa mort a été délibérément occultée pour étayer la thèse d'une mort accidentelle. Holmes reprit son rythme habituel, ce qui suggère que la dissimulation de Morrison était encore plus importante que sa veuve ne le pense. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée de l'inspecteur Lestrade, dont le visage buriné exprimait l'expression d'un homme ayant rencontré une situation bien différente de son expérience habituelle.
L'inspecteur de Scotland Yard accepta l'offre de cognac de Holmes avec une impatience inhabituelle avant de s'installer dans un fauteuil, visiblement soulagé. « Monsieur Holmes, commença-t-il sans préambule, je suis venu pour cette affaire de Blackwood. Nous avons eu des événements dont je pense que vous devriez être informé immédiatement. » Holmes haussa un sourcil. « Vraiment ? J'ignorais que Scotland Yard s'était intéressé à la machine à écrire hantée de notre client. Ce n'est pas la machine à écrire qui nous intéresse maintenant, monsieur, mais ce que nous avons trouvé dans les bureaux de Hartwell & Company cet après-midi. » Lestrade sortit un carnet de notes de sa poche et le consulta avec la précision méthodique qui caractérisait son approche du travail policier. « Nous avons reçu une information anonyme selon laquelle il y avait eu une effraction dans les bureaux du notaire. En enquêtant, nous avons découvert que quelqu'un avait systématiquement fouillé les dossiers privés de James Morrison. » « Et qu'est-ce que cette recherche a révélé ? » ?»« C'est justement ça, monsieur Holmes. Nous ne savons pas ce qui a été volé, mais nous savons ce qui a été laissé derrière. » L'expression de Lestrade devint troublée. « Dissimulé dans un compartiment secret du bureau de Morrison, nous avons trouvé une série de documents suggérant que cet homme était impliqué dans des activités très douteuses. » Holmes s'arrêta de marcher, son attention désormais entièrement focalisée sur l'inspecteur. Quel genre de documents ? Correspondance avec des détectives privés, reçus de services photographiques, contrats avec des agences de sténographie. Tout cela datant d'octobre 1879. Lestrade leva les yeux de son carnet. Mais le plus troublant, c'est que nous avons trouvé une transcription partielle de ce qui semble être une conversation entre Cornelius Blackwood et sa défunte épouse, enregistrée la nuit de sa mort. J'ai ressenti un frisson d'excitation. C'était la preuve que Madame Morrison avait promis de fournir. Mais comment s'était-elle retrouvée entre les mains de Scotland Yard ? La réaction de Holmes était, comme à son habitude, maîtrisée, même si je pouvais lire l'intensité qui brûlait dans ses yeux gris. « Puis-je examiner cette transcription, inspecteur ? J'espérais que vous me le demanderiez, monsieur. » Lestrade sortit une chemise en papier kraft de son manteau. « J'aimerais connaître votre avis. S'agit-il d'une preuve authentique ou d'une fraude élaborée ? » Holmes accepta le dossier et commença à en lire le contenu avec le même soin méthodique qu'il apportait à toute preuve documentaire. Tandis que son regard parcourait les pages, je voyais son expression passer de l'intérêt à une satisfaction sombre. « Très éclairant, Lestrade, » dit-il enfin. « Cette transcription, si elle est authentique, prouve clairement que la mort d'Eleanor Blackwood n'était ni accidentelle ni due au somnambulisme. Tu crois que c'est authentique ? La notation sténographique, la terminologie technique, les abréviations cohérentes, tout cela suggère une préparation professionnelle par une personne experte en documentation juridique. » Holmes me tendit le dossier. « Watson, auriez-vous l'amabilité de lire la dernière partie à voix haute ? Je pense que l'inspecteur Lestrade devrait entendre les paroles qui ont précédé la mort de Madame Blackwood. » J'ai ouvert le dossier et trouvé le passage pertinent, annoté au crayon par Holmes. La transcription était effectivement préparée avec professionnalisme, avec une notation précise des intervenants et une chronologie précise des événements. Les dernières entrées se lisent ainsi. 22h47, CB. Vous signerez ces documents, Eleanor, ou je serai obligé de prendre des mesures plus directes pour sécuriser ce qui me revient de droit. EB. Vous êtes légitimement vôtre. Vous avez falsifié ma signature à plusieurs reprises, volé ma confiance, menti à nos créanciers sur nos biens. Je ne tolérerai plus vos vols. CB. Nos créanciers auront leur argent une fois que vous aurez signé ces papiers. Votre entêtement ne sert à rien. EB. Mon entêtement ? Cornelius, je suis au courant des assurances que tu as prises sur ma vie. Je suis au courant de tes rencontres avec cet horrible Hartwell. Croyais-tu vraiment que j'ignorerais toujours tes projets ? CB. Eleanor, tu es angoissée. Tu ne comprends pas la complexité de notre situation financière. UB. Je comprends que vous planifiez ma mort depuis des mois, que vous ne me voyez que comme un obstacle à votre accès à l'argent de mon père. Eh bien, je ne coopérerai pas à mon propre meurtre. 22h49. Bruit d'une violente altercation. Meubles renversés. EB hurle. 22h50. CB. Eleanor.
Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Éléonore, tu m'entends? E.B. Faiblement. Marcus. Protège Marcus. Les papiers. Dans ma boîte à couture. Dis-lui que sa mère l'aimait. 22h51. CB. À l'aide. Ma femme est tombée. Docteur. Pompier. Vite. Fin de la transcription. La salle se tut tandis que l'horreur des derniers instants d'Eleanor Blackwood nous envahissait. Même Lestrade, habitué à la violence des milieux criminels londoniens, semblait ébranlé par la nature calculée du crime dont nous venions d'entendre la description. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Cette femme savait que son mari prévoyait de la tuer. Holmes hocha la tête d'un air sombre. Et pourtant, elle le rencontra quand même, confiante dans le plan de Morrison pour la protéger et recueillir des preuves des activités criminelles de Cornelius. Une confiance qui s'avéra tragiquement mal placée. Mais si Morrison avait ses preuves, pourquoi ne les a-t-il pas présentées aux autorités à l'époque? A demandé Lestrade. Car, inspecteur, Morrison a compris que son plan élaboré l'avait rendu complice d'un meurtre. En organisant cette rencontre, en encourageant Eleanor à confronter son mari avec les preuves de ses crimes, il avait précipité la tragédie même qu'il prétendait vouloir empêcher. Je mis la transcription de côté, les mains tremblant légèrement tandis que les implications devenaient claires. Holmes, cela signifie que Morrison et Blackwood étaient tous deux coupables. Morrison de négligence criminelle dans l'organisation de la situation, qui a conduit à la mort d'Eleanor, et Blackwood de meurtre. Exactement, Watson. Et Morrison a choisi de se protéger en devenant l'avocat de Blackwood, gérant la procédure judiciaire pour garantir que le verdict officiel de mort accidentelle soit maintenu sans appel. Lestrade avait pris des notes tout au long de cet échange, son instinct de policier étant manifestement sollicité malgré la complexité de l'affaire. « Monsieur Holmes, au vu de ces preuves, pensez-vous que nous ayons des motifs suffisants pour arrêter Cornelius Blackwood pour le meurtre de sa femme ?» Holmes resta silencieux un long moment, ses yeux pâles fixés sur un point lointain au-delà de nos fenêtres. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était emplie d'une pointe de prudence qui me surprit. « Inspecteur, cela dépend de notre capacité à établir l'authenticité de cette transcription et à retrouver les témoins présents lors de son enregistrement. Morrison a peut-être conservé les preuves documentaires, mais sans témoignages vivants pour les étayer, un avocat compétent pourrait bien réussir à les faire rejeter comme fabriqués. Mais le sténographe qui a enregistré la conversation, ils avaient très certainement juré le secret et payé grassement leur silence, interrompit Holmes. Il ne faut pas oublier que Morrison avait 15 ans pour s'assurer que les témoins gênants disparaissent ou soient suffisamment compromis pour garantir leur coopération. L'expression de Lestrade devint troublée. Alors, comment procéder? On ne peut pas ignorer les preuves de meurtre, quelle que soit leur ancienneté. Holmes s'approcha de la fenêtre et contempla la rue éclairée au gaz en contrebas, où le brouillard du soir commençait à former les voiles, gris familiers, qui caractérisaient les nuits d'automne londoniennes. Nous allons procéder, inspecteur, en tendant notre propre piège. Si Cornelius Blackwood est bel et bien coupable du meurtre de sa femme, alors l'apparition de ces preuves le poussera à des mesures désespérées. Quel genre de mesures? Le genre de preuve qui nous fournira la preuve ultime dont nous avons besoin. Holmes se détourna de la fenêtre, le visage figé par les rides sombres qui marquaient ses humeurs les plus dangereuses. « Inspecteur, je veux que vous organisiez une surveillance des bureaux et du domicile de Blackwood. Si mon estimation de cet homme est correcte, il tentera de fuir Londres dans les prochaines 48 heures. Et s'il tente de fuir, alors nous aurons nos aveux, car seul un coupable s'enfuit lorsqu'on lui présente des preuves de son crime. » Holmes s'installa à son bureau et commença à rédiger ce qui semblait être un autre télégramme. Mais d'abord, nous devons nous assurer que M. Blackwood soit informé précisément des preuves qui ont été révélées. Tandis que Holmes se penchait sur sa correspondance, je me suis retrouvé à réfléchir à la terrible chaîne d'événements qui avait mené à ce moment. Eleanor Blackwood, confiante dans la protection du mari de son ami, était tombée sciemment dans un piège qui avait entraîné sa mort. James Morrison, rongé par la culpabilité, avait passé 15 ans à protéger celui-là même dont il avait contribué à précipiter le crime. Et maintenant, enfin, la vérité émergeait de l'ombre où elle était restée si longtemps cachée. Mais tandis que je regardais Holmes sceller son télégramme avec la cire qui allait bientôt transmettre les preuves à Cornelius Blackwood,
Je ne pouvais m'empêcher de penser que les moments les plus dangereux de cette affaire nous attendaient encore. Un homme qui avait tué une fois et échappé à la justice pendant 15 ans ne se rendrait pas sans réagir une fois finalement acculé. L'affaire de la machine à écrire qui murmurait approchait de son paroxysme, et je craignais qu'avant qu'elle ne soit terminée, davantage de sang ne soit versé dans les vieilles rues de Londres